Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à cette première conférence de l'année organisée par l'Association de Sciences Po pour l'Afrique. C'est avec beaucoup de joie que nous vous ouvrons ensemble cette nouvelle année et cette nouvelle saison que nous espérons riche en savoir et en partage. Depuis plusieurs années, notre association place l'Afrique au cœur de ses réflexions, de ses débats et de ses actions. Fort du programme Afrique qui nous réunit sur ce campus de Reims, nous avons à cœur de donner à voir les réalités et les complexités du continent à travers la voix de ses penseurs, chercheurs, acteurs politiques, économiques et culturels. Aujourd'hui est un moment particulier. En effet, nous avons l'immense honneur d'accueillir pour la première fois l'un des nôtres, un ancien président de l'ASPA, qui revient parmi nous, cette fois en tant qu'invité. Journaliste reconnu, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique et de Forbes Afrique, désormais indépendant, Joël Telessia Assoko est un observateur avisé des dynamiques économiques et politiques africaines. Il vient nous présenter son dernier ouvrage, Enterré Sankara, essai sur les économies africaines. Le titre, surprenant, accrocheur, n'est pas une interrogation mais une affirmation. Enterré Sankara, pourquoi ? Thomas Sankara reste en effet une figure charismatique, adulée, érigée en symbole d'un certain rêve africain d'indépendance et de dignité. Mais derrière l'icône, quelles leçons économiques tirer de son expérience ? Peut-on construire l'avenir de l'Afrique en se fondant sur des idéaux parfois déconnectés des réalités productives et financières de l'Afrique ? Cette conférence sera donc l'occasion d'un débat ouvert sur un sujet central. Faut-il enterrer certains mythes pour mieux penser l'avenir économique africain ? Nous espérons que cette rencontre nourrira vos réflexions, suscitera vos interrogations et surtout ouvrira la voie à un échange riche et passionné avec notre invité. Merci. Alors, pour commencer, pour cette première question, nous aimerions apprendre à vous connaître, tout simplement. Si c'est possible, de revenir sur votre parcours personnel, académique, et surtout sur votre lien avec le continent africain. C'est là. Déjà, merci à tous d'être venus. Je n'étais pas président de l'ASPA, j'étais vice-président. C'était déjà assez difficile à l'époque de tolérer la deuxième position. Et être promu de façon un peu par la bande, c'est encore plus grave. J'étais hélas que vice-président. J'étais rédacteur en chef économie et finances de Jeune Afrique et qui est un domaine hyper spécifique. Pour faire simple, je suis né en Côte d'Ivoire il y a des années. Je suis né en Côte d'Ivoire à la fin des années 80 et j'ai ensuite vécu au Sénégal dans un lycée militaire, le Poutané militaire de Saint-Louis, qui est une des survivances de l'Empire colonial, qui a commencé en tant qu'école des fils de chefs que les Français avaient créé à l'époque pour, éduquer les enfants des différents chefs coutumiers locaux, mais c'était aussi une façon pour l'administration coloniale de les intégrer dans le système français et aussi de les éloigner de leurs parents, des traditions de l'époque. Et c'est sur cette base-là que l'école a commencé en 1924, je pense. Et ensuite, ça a évolué. Et c'est devenu un pôle central du système éducatif secondaire de l'Empire français à l'époque. Et ce qui était assez intéressant et qui est resté, c'est que pour ce type d'école existait dans beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres futures nations africaines qui étaient à l'époque part de l'Empire colonial. Et le système qui existait à l'époque était qu'une partie du cursus se faisait dans les différents pays, au Congo, est-ce que le Congo-Brazzaville aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Et ensuite, une partie des élèves allaient au Sénégal pour suivre leur cursus. Et ce qui est resté de cette tradition-là, c'est que chaque année, un ensemble d'élèves dans différents pays francophones étaient sélectionnés pour aller au Sénégal. Pour mettre cette fois-ci dès l'entrée en sixième et pas en seconde ou en première, etc. Et moi, j'ai été sélectionné pour aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal dès la sixième. Donc, j'ai vécu au Sénégal de 10 à 17 ans avant de venir en France au campus Amérique latine de Sciences Po.
J'avais le droit de rentrer en famille pour les vacances. Hein. Mais bon, c'était un internat et c'était lycée militaire. Et donc, c'est une formation à l'époque. L'idée pour moi et pour ma famille, etc., était de prolonger mes études, enfin, de prolonger ma carrière dans l'armée. Je me voyais avec un... J'allais pas diriger les gens au front, mais j'imaginais qu'ils doivent trouver pour moi une place à l'intendance militaire où j'aurais quelques comptables à gérer et pas des officiers sur le terrain parce que je vois mal et j'ai une horreur du sang et des trucs comme ça. Anyway, donc c'était ce type de carrière que j'imaginais. Et là, s'il y a eu un temps, la crise ivoirienne de 2010, j'ai eu celle de 1999 qui m'a trouvé quand j'étais au Sénégal. C'est le 2002 qui m'a trouvé, qui a commencé quand j'étais encore à Abidjan. En septembre 2002, il a fallu quitter Abidjan, ma famille, alors qu'on n'avait aucune certitude de l'étendue du danger. On ne savait pas si l'offensive que le gouvernement avait lancée contre la rébellion, alors que le pays, enfin, on ne savait vraiment pas ce qui allait arriver. Il a fallu laisser la famille à Abidjan pour retourner à Saint-Louis du Sénégal pour suivre mes études, ce qui n'a pas été très simple. Et en 2010, 2011, quand je finissais mes études à Paris, il y a eu la crise justement de l'élection de fin 2010, qui s'est prolongée jusqu'en avril 2011, et qui est intervenue à ce moment-là. Et qui a ensuite chamboulé toute l'architecture du pays et qui a très compliqué un retour à Abidjan dans l'immédiat, un retour au sein du dispositif de l'armée ivoirienne en particulier, et qui a fait que je suis resté en France et que j'ai prolongé mes études. C'est comme ça que je suis resté en France depuis 2011 jusqu'à présent. Je suis devenu citoyen français il y a quelques années et une bonne partie de il se déroule ici. Mais ma carrière professionnelle était évidemment restée très centrée sur le continent. Durant mes études à Sciences Po, justement, j'étais membre de l'ASPA. En 2011, avec des amis de Sciences Po, mais aussi d'autres grandes écoles, d'autres écoles. On a créé le think tank L'Afrique des idées, qui continue de ses activités aujourd'hui et qui était pendant très longtemps un très important centre de réflexion en ligne sur des questions économiques, sociales et politiques liées à l'Afrique et qui continue aujourd'hui par ses activités, ses conférences et son site internet à le faire. C'est pas trop long, j'espère. Vous m'avez demandé de revenir sur mon background et mes relations continent, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, voilà, ça c'était pour mes études, mon lien au continent. À Paris, enfin à Sciences Po Paris, j'ai fait un master en politique économique internationale à PSIA, Paris School of International Affairs, qui avait été créé quelques temps auparavant. Et ensuite, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse de vraies études en économie à un moment donné. Et donc, je suis allé à Dauphine pour faire un diplôme en économie, un deuxième master en économie. Je précise qu'à l'époque, la formation en économie à Sciences Po n'était pas exactement ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À l'époque, quelques années auparavant, Étienne Vasmer avait été recruté, il avait reformulé, il avait commencé à réorganiser toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a eu Yann Algan, il y a eu beaucoup de bons professeurs d'économie qui sont arrivés. Mais à l'époque, c'était parfois un peu trop théorique à mon goût. Il fallait quelque part, parce que je me destinais à un doctorat éventuellement, il fallait une version un peu plus matheuse, un peu plus rigoureuse. Une formation plus rigoureuse, c'est ce dont je pensais avoir besoin, et c'est pour ça que j'ai fait un deuxième master à Dauphine. Ensuite, j'ai été embauché directement à Jeune Afrique pour l'économie, pour m'occuper du site internet. À l'époque, le site internet était une version un peu glorifiée de traduction de Reuters, Bloomberg et un peu d'AFP. Et notre travail essentiellement était de faire des choses un peu rapides, mais surtout de mettre en valeur les articles qui venaient du magazine. Et la tâche qu'on m'a confiée quand je suis arrivé était quand même d'essayer de changer ça. Parce qu'on avait des journalistes qui étaient sur le terrain, donc l'hebdomadaire sortait, et ensuite il fallait préparer le suivant. Mais pendant ces périodes, il y avait des moments de battement, il faut que j'accélère. Non. Il y avait des moments de battement, il y avait des journalistes qui étaient sur le terrain, il y avait des histoires qui émergeaient, il fallait trouver une façon de les raconter dans un format qui était court, qui ne mettait pas en danger la qualité et le rythme de travail pour l'hebdomadaire, mais il fallait quand même trouver un moyen d'accélérer sur ces choses-là, et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, et j'ai commencé par faire ça, écrire quelques articles plus rapidement sur Internet, ensuite à éditer ceux de différents correspondants et journalistes de la rédaction de Paris pour la mise en ligne, et au fur et à mesure, j'ai progressé comme ça au sein de la maison, et yada, un jour j'étais rédacteur en chef économie. Voilà, c'est la version courte du parcours, si je peux dire. Non, la version... C'est la bio. Je crois que ça sera plus long à l'instant T que ça. Ouais. Merci beaucoup pour ce retour, monsieur. Lorsqu'on observe votre première page de couverture de cet essai, on voit que
le titre qui est assez frappant. Pourquoi avoir choisi un titre aussi provocateur que Enterrer Sankara? Un titre provocateur, ça dépend de qui est provoqué, en fait. Je pense pas que quand Salman Rushdie a écrit Les Vertus sataniques, il s'imaginait qu'il allait passer les 40 années suivantes de sa vie en train de se barrer, en train de se cacher, ni qu'il allait risquer sa santé, celle et l'équilibre de sa famille. Donc, un titre très basique ou très lambda peut être aussi choquant. Ça dépend de... Sankara est déjà enterré, donc c'est pas comme si je proposais qu'on aille... Je ne proposais pas qu'on se débarrasse de lui alors qu'il était vivant. Je ne proposais pas qu'on s'attaque à sa dépouille. Je disais simplement qu'il fallait enterrer cette idée-là. Je commençais honnêtement à en avoir un peu marre, en fait. Que dans différentes discussions, alors qu'on essaie d'aborder des sujets importants, difficiles. Je peux revenir sur la question de la difficulté en économie tout à l'heure, si vous le souhaitez. Mais lorsqu'on abordait des sujets hyper difficiles, il y avait cette espèce de passe-partout qui émergeait. L'idée de Sankara, l'image de Sankara, les théories portées par Sankara, etc. Ce qui m'agaçait moi, c'est qu'on ne remettait jamais en cause ce postulat-là, et ça servait à voiler et à cacher et à éviter des sujets qui me semblaient importants. Sankara reste au pouvoir 4 ans. 4 ans. Le pays indépendant depuis 1960. Ça fait 65 ans d'indépendance, il est au pouvoir pendant 4 ans. Il y a des dictatures après, il y en a eu avant, il y a eu après, il y a eu des choses, etc. Mais résumé, 50 à 60 ans d'années d'indépendance pour une vingtaine de pays d'Afrique, une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne, à juste 4 années d'expérience, et en faire le cœur de toute l'analyse et la seule façon juste et légitime d'observer, d'analyser la réalité du continent. Je trouvais que c'était réducteur, je trouvais que c'était assez insultant, et il me semblait que c'était une façon d'utiliser le martyre de Sankara pour interrompre la discussion et pour empêcher chacun de questionner ses propres postulats, en fait. Et je pense que la figure de Sankara a servi à voiler et à esquiver des débats qui sont des questions essentielles, les débats de fond. Et le fait cette façon de voir les choses a persisté au point que c'est devenu une sorte de réflexe, et on a esquivé tellement de questions qu'aujourd'hui, on se retrouve avec parfois les mêmes sujets, les mêmes postulats, les mêmes réflexes, les mêmes réponses et les mêmes incapacités sur place à répondre à ces questions-là. Je trouve que l'idée de pas s'attaquer au mythe, mais de dépasser le mythe pour observer la réalité de façon un peu plus froide et un peu plus brutale, parce que l'économie est essentiellement une matière froide, une matière brutale, qui ensuite ne pardonne quasiment jamais, en fait. Il y a des pays qui ont fait des choix, de mauvais choix, en matière économique, en matière même de politique agricole, en matière de distribution de produits agricoles, qui ont eu des conséquences épouvantables pour les populations. Une bonne partie de la carrière, ou en tout cas de ce qui a fait que Amartya Sen s'est séparé, a commencé à être perçu comme un économiste supérieur aux autres, avec une capacité d'analyse supérieure aux autres, c'est qu'il a perçu très concrètement, en allant vers les données, que la famine qui a frappé l'Inde des années 60-70, ce n'était pas une famine qui était due à un manque de nourriture, tout simplement. C'était des choix économiques qui ont été faits et qui ont été catastrophiques. On peut retrouver ces mêmes cas-là au Sahel dans les années 70-80, on peut retrouver les mêmes choix en Éthiopie, on peut retrouver tous ces choix-là dans beaucoup d'autres pays. Et donc les choix en économie sont déterminants, ils sont dangereux, ils sont très difficiles à changer. Et c'est pour ça qu'il faut que cette matière soit abordée de la façon la plus froide, analytique possible. Et avec l'image de Sankara, avec le martyre de Sankara, je pense que pendant trop longtemps, on a esquivé ces questions-là, et je pense qu'on n'a peu le temps, en fait, d'esquiver cela à nouveau. Vous parliez à l'instant justement de mauvais choix politiques, choix économiques qui ont été faits par certains pays. Et dans votre ouvrage, vous mentionniez également l'importance justement des institutions politiques et notamment démocratiques calquées sur le modèle occidental souvent, dans la stabilité économique et la croissance économique. Et selon vous, quel est l'avenir de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui en Afrique? Doit-elle continuer à exister? Faut-il la transformer ou l'adapter? Si on est arrivé à l'avenir de la démocratie, je pense qu'on est à la fin du programme. Vous avez encore d'autres questions? Parce que je pensais qu'on arrivait à la démocratie, à ces institutions à la fin de la discussion. Mais bon, non, allons-y maintenant. L'avenir des institutions démocratiques sur le continent. Il y a
une institution qui est le Codex, non, je me trompe, pardon, c'est Afrobaromètre qui fait des études assez régulières sur le continent, qui fait des sondages, etc. Et moi, j'avais été frappé il y a quelque temps par le faible, enfin, comment dire, le fait que la courbe d'adhésion à l'idéal démocratique sur le continent allait au sens inverse de la courbe des âges. C'est les personnes plus âgées étaient plus ou moins favorables, en tout cas avaient un apport favorable, et les jeunes, beaucoup moins. Ça m'a frappé à l'époque en disant, j'avais une vision romantique moi aussi de la jeunesse, et en fait, non, ils sont aussi nuls que les autres à peu près. Mais le point basique, c'est que après coup, j'ai commencé à comprendre, puisque pour beaucoup de personnes qui venaient des générations précédentes, qui avaient vu à quoi ressemblait l'absence de multipartisme, qui avaient vu les partis uniques, qui avaient vu la répression, qui avaient vu toutes ces choses-là, pour toutes ces personnes, ce qui existait maintenant, qui était imparfait, qui est forcément imparfait, la démocratie française est imparfaite. Je pense que la démocratie, même en Norvège, ils doivent se poser des questions. Donc quasiment toutes les démocraties sont imparfaites, mais qui ont vu cette évolution-là, pour eux, ce qui existe aujourd'hui est absolument important. Mais pour d'autres, pour les personnes plus jeunes, qui elles n'ont vécu que, comment dire, une sorte de démocratie imparfaite, mais plus ou moins stable, mais sans progression économique, pour elles, la démocratie est un acquis, mais un acquis dont la valeur en tant que gain par rapport à quelque chose de plus néfaste qui existe auparavant n'est pas forcément perçue. Lorsqu'on est dans une maison plus ou moins correcte, avec une famille plus ou moins correcte, etc., et sans les parents qui s'engueulent, où est-ce que tu as mis le sel, j'en sais rien, ta gueule, enfin, lorsqu'il n'y a pas ces problèmes-là dans une famille, on pense que toutes les familles sont comme ça. Jusqu'au jour où on rencontre la famille de ses amis et on se dit, ah, ok, j'imaginais, mais en fait non, et on commence à respecter un peu plus, ou un peu moins d'ailleurs que ses parents. Mais lorsqu'on n'a pas ce comparatif-là, on peut se perdre et se laisser prendre se laisser emporter par les difficultés économiques et par l'espèce d'absence de perspective. Je vais revenir là-dessus sur la question de perspective parce que c'est très important. Donc cet élément-là, pour moi qui suis né en 89, qui est vu dans la crise des années 90, qu'on appelait nous à l'époque les événements au Rwanda, c'est comme ça que c'était présenté au début. J'avais 5 ans quand ça a commencé. C'était les événements au Rwanda. Ensuite, il y a eu le génocide au Rwanda. Ensuite, il y a eu le génocide rwandais. Et maintenant, on est arrivé au génocide des Tutsis au Rwanda. Mais tout le temps qu'il a fallu pour admettre simplement que 800 000 personnes avaient été exécutées en un mois en raison de leur origine ethnique, tout ça et 200 000 personnes de l'autre bord qui avaient été considérées comme un peu trop, pas assez impliquées dans le process et qui étaient des modérés. Mais le temps que ça a pris pour admettre que 1 million de personnes étaient en train de se faire tuer, pour moi qui ai vécu ça, la situation dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, que ce soit même le Gabon, je suis pour. Parce que je vois à quoi ça peut ressembler, à quoi ça ressemblait avant, dans d'autres parties du monde. Pour moi qui suis ivoirien et qui ai vu le pays basculer en 99 et qui l'ai vu quasiment s'effondrer par la suite, je n'approuve pas les manigances constitutionnelles qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour permettre à telle ou telle personne de rester plus longtemps au pouvoir. Mais par rapport à l'alternative, disons ma capacité d'indignation est peut-être différente de celle que d'autres personnes peuvent avoir parce que le référentiel est différent. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les institutions démocratiques qui existent sur le continent sont pas parfaites. La difficulté que je ressens à mon avis, la difficulté pour moi, c'est que ces institutions ne sont pas utilisées. Elles ne sont pas utilisées jusqu'au moment où elles ne servent plus à rien. Si on revient sur le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui m'avait interpellé et qui m'a rendu très énervé, je suis un adolescent, donc peut-être pas la définition, je suis un adolescent énervé, mais j'étais très en colère. Et à l'époque, c'est que à aucun moment, en 2002, lorsqu'une rébellion éclate et que des armées, des anciens soldats, etc., des gens qui sont exilés au Burkina Faso et au Mali, qui ont été formés par les pays voisins pour venir déstabiliser le pays et le mettre à feu à sang pour l'intégration régionale. Donc, quand on parle de ces pays qui quittent l'AES aujourd'hui en disant que c'est une perte, je sais pas. Si le modus operandi, ça a été de former des gens pour envahir d'autres pays et s'aimer le chaos, peut-être que c'est pas une si mauvaise idée que ça de se débarrasser d'eux. C'est une option, c'est une idée. Je ne dis pas que c'est une bonne option, mais c'est une option. Tout ça pour dire que je n'ai pas oublié 2002 et que je n'ai pas pardonné. Mais pour revenir à 2002, lorsque la rébellion éclate et les griefs qui sont portés, c'est qu'il y a une partie des Ivoiriens, et ces griefs sont respectables et sont vrais. Il y a une partie des Ivoiriens dont la nationalité est remise en cause de façon scandaleuse depuis très longtemps.
dont l'accès aux emplois dans la fonction publique est remis en cause, est bloqué depuis très longtemps, dont les promotions dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police sont bloquées, qui sont surtout marginalisées depuis très longtemps dans le pays, j'entends bien. Lorsque le critère qui est mis en avant, c'est celui de l'harmonisation, en tout cas de la gestion, pour une bonne fois pour toutes, de la question de la nationalité, je veux bien qu'on le fasse. Lorsque la question qui se pose, c'est la question du droit foncier, et que des gens, des familles qui vivent depuis très longtemps sur des terres ne peuvent pas accéder à ces terres, peu importe le gouvernement en place, parce que le régime est mixte, c'est un régime à la fois de droit coutumier et de droit civil à la française, et il a le besoin de réparer ça, je le comprends très bien. Mais la question que je me suis posée à l'époque et que je me pose encore, c'est que le gouvernement était minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc s'il y avait des changements, des lois à changer, c'était à l'Assemblée nationale qu'il fallait le faire. Il n'y avait pas besoin de mettre le pays à feu à sang, de le retarder pendant 10 ans, de faire entrer des rescapés, des anciens, des conflits au Libéria, en Sierra Leone, des gens qui ont commis des choses abominables dans ces pays-là, leur donner l'occasion de devenir des mercenaires en Côte d'Ivoire, il les laisser en liberté absolue dans l'ouest du pays, dans le nord du pays, faire ce qu'elles voulaient, ce que ces gens voulaient aux populations locales. C'est l'idée que les difficultés démocratiques des pays africains justifient un recours aux forces armées, justifient la remise en cause de la démocratie parce que c'est un raccourci, cette idée-là, je la trouve absolument scandaleuse. Parce que j'ai vécu à quoi ça ressemble. Et je ne peux pas justifier, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas excuser non seulement ceux qui le font, mais ceux qui excusent cela. Encore une fois, je ne dis pas que les institutions démocratiques qui existent sont les bonnes ou sont toujours à défendre, elles sont améliorées. Mais lorsque le Parlement, au Sénégal, on a vu tout ce qui s'est passé avant la dernière élection, mais est-ce que vous vous rendez compte que durant la précédente législature, le gouvernement du président Sall n'avait qu'une voix de majorité au Parlement, mais une voix de majorité. S'il y avait des lois à changer pour protéger davantage des personnes qui étaient des opposants, qui considéraient que le droit politique était bafoué, il y avait une seule voie à changer. Ils sont incapables, dans cette démocratie sénégalaise, de trouver 2 députés qui changent d'avis et qui font voter une loi pour protéger les principaux candidats de l'opposition. Et donc, ce n'est pas le système démocratique qui ne fonctionne pas, c'est la façon dont la population, dont les leaders, dont la société, en fait, perçoit les droits démocratiques qu'elles ont. Et j'insiste dans l'ouvrage sur le fait que ces droits-là existent, il faut les utiliser. On ne peut pas juste imaginer ou reprendre comment s'appelle l'argumentaire qui était celui du Parti communiste des années de Staline à Gorbatchev, en fait, qui considérait que les démocraties ou les droits démocratiques en Occident étaient juste des droits formels, ils n'étaient pas les vrais droits, il fallait la révolution pour accéder à ça. C'est pas vrai, ce sont des droits qui existent, qui doivent être utilisés. La magistrature est gangrenée. Encore une fois, à plusieurs échelons, il y a des choix qui doivent être faits et les mauvais sont faits, mais ça ne veut pas dire que les instruments n'existent pas. Il faut juste savoir comment les déployer et comment mieux les utiliser et se les approprier. Je sais pas si ça répond à la question. Ok. Merci beaucoup. Et pour rester sur la question des institutions, vous évoquez l'influence historique et persistante de la France sur les institutions africaines. Est-ce que selon vous, quels sont les principaux défis institutionnels qui en découlent encore aujourd'hui ? Comment dire ? Lorsqu'on prend le cas du Sénégal, par exemple, aujourd'hui on a une situation, on a une sorte de diarchie à la tête de l'État sénégalais. Parce que le président de la République au Sénégal est essentiellement Macron populaire, à peu près. Ça arrivé une fois, je ne sais pas, en 2017, ça n'a pas duré, mais il y a une période. Mais le président de la République a d'immenses pouvoirs au Sénégal. De la même façon qu'il les a en France, en période où le président de la République a une majorité à son nom. Mais le Premier ministre au Sénégal a aussi d'immenses pouvoirs. Parce que, institutionnellement, au départ, lorsque le pays acquiert l'indépendance, le Premier ministre est la personne la plus populaire, en tout cas la plus importante, plus que Senghor, Léopold Sédar Senghor à l'époque. Donc il y a cette difficulté institutionnelle qui commence déjà, mais ensuite on a importé quasiment franco à bord une bonne partie des institutions françaises sans jamais les remettre en cause. Lorsque, en France, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature a son mot à dire sur les carrières des magistrats, c'est logique parce que le pays a une très longue solidité institutionnelle et on peut imaginer que il y a toute l'histoire de la magistrature en France, les grands noms, beaucoup de choses comme ça qui font que l'institution a sa propre fierté, a sa propre histoire, a ses propres
à ses propres forces, tout simplement. Mais quand vous copiez ce même système et que vous le mettez dans un pays comme le Sénégal, et que les carrières des magistrats dépendent du Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé encore par le Premier ministre au Sénégal, alors que ce n'est plus le cas en France, évidemment, vous mettez toute l'architecture juridique en danger, en fait. Vous fragilisez tout l'ensemble. Et il ne s'agit pas d'aller d'inventer des solutions, ésotériques ou de retourner. Il y a toujours ce problème dès qu'on identifie un problème dans un pays africain, il y a toujours quelqu'un qui dit il faut qu'on retourne à nos ancêtres et sortir de tous les années. Et ça me rend fou, en fait. Mais il y a des options qui existent. Au Kenya, en Ouganda, les instances chargées de justement la promotion et de la gestion des carrières des magistrats sont des instances où il y a beaucoup plus de magistrats de carrière, d'avocats, que de représentants du gouvernement. Ce sont des options qui peuvent exister. En Colombie, comment s'appelle, le ministre de la Justice, enfin le procureur, l'Attorney General, c'est pas exactement le même rôle ici, en fait, mais disons le ministre de la Justice ou le procureur général de la République n'est pas choisi par le président de la République. Il est élu par les membres du Conseil constitutionnel pour s'assurer de son indépendance. Donc ce type de changement, pour moi la justice est peut-être l'élément clé. Parce que lorsqu'on vous a dépourvu du réflexe de demander justice, on vous a dépourvu de quasiment l'essentiel. On ne peut pas protéger sa propriété, on ne peut pas protéger sa famille, on ne peut pas protéger sa vie, on ne peut rien protéger du tout. Parce qu'on n'a pas la possibilité de demander justice. Et je pense que lorsque le système judiciaire est renforcé, l'Afrique du Sud, sous le président Jacob Zuma, a vécu une situation très tendue. Parce qu'il était encore populaire au sein de l'ANC, et donc il était très difficile de le faire bouger, mais le pays a continué à fonctionner parce que le système judiciaire hérité du système mis en place par Nelson Mandela à la fin de l'apartheid. Ce système judiciaire est assez solide pour résister même à un président qui est corrompu et qui essaie d'utiliser ses pouvoirs immenses quand même, et une popularité importante au Parlement, pour essayer de sortir des griffes de la justice. Il essayait, il n'y est pas arrivé. Parce que le système judiciaire était important. Et ce système judiciaire-là, quelque part, est une base pour une économie qui fonctionne. Je sais pourquoi, parce que durant les années Zuma, encore une fois, le pays a connu à une époque jusqu'à 3 ministres des Finances. Je n'ai pas les noms, et en plus il y en a un ou deux qui sont imprononçables à la sud-africaine. Bon, je ne vais pas le faire ici. Mais il y a 3 ministres des Finances, il en a nommé un, enfin celui qui était en place a refusé de prendre certaines décisions que le gouvernement voulait par rapport aux dépenses publiques, etc. Il était remplacé par un sous-fifre que personne ne connaissait, mais qui était un affidé de Zuma au sein du Parlement. La réaction des marchés économiques a été absolument fulgurante. Il y a eu une pression extraordinaire sur le rand, une pression extraordinaire sur les taux d'emprunt du pays. À ce moment-là, quelques semaines après, si vous voulez partir, ils ont fait venir quelqu'un qui a occupé le poste auparavant et qui était respecté par les marchés. Mais ça fonctionnait pourquoi ? Parce que la pression sur les marchés s'est exercée parce que, au bout d'un moment, le gouvernement est obligé d'honorer ses emprunts, parce que la signature de l'État, et parce que ces signatures, elles vaut quelque chose, parce que le système judiciaire fonctionne. Et donc, c'est, à mon avis, une sorte de cascade institutionnelle, pour le dire ainsi, qui commence, à mon avis, par la justice, mais par la compréhension que les populations ont de leurs droits et que les institutions qui existent aujourd'hui encore ont de leur pouvoir. Si le Parlement considère qu'il n'a pas de pouvoir, si les juges considèrent qu'ils ne peuvent jamais dire non, si les citoyens considèrent qu'il est préférable de récupérer une sorte de un tien, vaut mieux que deux tu l'auras, et d'accepter une situation intolérable aujourd'hui, parce que s'opposer à ça, c'est prendre des risques immédiats, même si la récompense pour la société dans son entier est plus importante dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. Je pense que ça ne peut pas marcher vraiment du point de vue économique. Mais ça commence par la justice, à mon avis. Merci d'avoir souligné ce point important. Et encore une fois, pour rebondir, on est sur la question des institutions. Ouais. Et on ne peut pas parler d'économie, d'institutions, sans parler de la fameuse question du franc CFA. Ah. Donc, qui revient souvent dans les débats économiques africains, qui est vraiment une question brûlante d'actualité. Et donc, pensez-vous que son abandon serait bénéfique ou risqué pour les économies concernées ? Est-ce qu'une question est brûlante d'actualité lorsqu'elle a 20 ans, en fait ? C'est une vraie question, puisque le franc CFA, moi j'entends parler depuis que je sais à peu près compter. Je me souviens au moment de la dévaluation d'avril 1994, j'étais déjà né, c'est te dire. Le prix
le prix des friandises et compagnie a doublé du jour au lendemain parce que la valeur de la monnaie a été divisée par deux du jour au lendemain. Du jour au lendemain, en plus, je suis informé alors que c'est pas vrai, puisque avant la dévaluation officielle du franc CFA, il y a eu des sorties massives de capitaux dans les zones CFA de personnes qui, elles, étaient au courant que la dévaluation allait arriver. Mais bon, c'est la vie. Et donc, cette dévaluation a eu lieu. Elle a eu lieu, c'était un choc immense pour le pouvoir d'achat des populations dans les médias, mais l'économie s'est adaptée ensuite. C'est adapté. Ça a pris du temps, mais on s'est adapté. Mais pour revenir, donc, c'est pas une question brûlante, c'est que dès l'époque, la question se posait. Et dès l'époque, des gens disaient qu'il fallait en sortir, et même ça pourrait être tout ça. Je vais pas, avant d'arriver à la question s'il faut en sortir ou ne pas en sortir, il faut juste se mettre en tête que la Guinée était dans la zone CFA, à un moment donné, elle en est sortie. Le Mali était dans la zone CFA, à un moment donné, il en est sorti, il est revenu. La Mauritanie était dans la zone CFA, la Mauritanie en est sortie, elle n'est pas revenue, elle a sa propre monnaie, elle subit une sorte d'inflation monétaire, le pays invivable au-delà de Nouakchott, mais ils n'ont pas le franc CFA. Et j'imagine qu'ils sont très heureux pour ça, et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens au Sénégal qui envient les Mauritaniens parce qu'ils n'ont pas le franc CFA. J'espère que ça existe. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de conspiration autour du franc CFA, en fait. N'importe qui peut en sortir. En fait, en 2015, on en a parlé à l'époque où j'étais à Jeune Afrique, mais en 2015, il y a une très forte pression du FMI pour que certains pays d'Afrique centrale sortent de la zone CFA. Parce que leur réserve de change était trop faible, parce que leur monnaie était quelque part la valeur du franc CFA par rapport à la valeur réelle de leur économie, de leur capacité à vendre des biens à l'extérieur et obtenir des réserves, des revenus, des devises étrangères. Leur capacité était trop faible. Donc il y a de très fortes pressions pour que ces pays sortent de la zone CFA. C'est le cas de la Guinée équatoriale qui dépendait très fortement des exportations pétrolières, mais avec l'impact sur les coûts des commodités, le pays avait de vrais troubles. Le FMI a démenti à l'époque, Lagarde a juré sur sa mère que jamais de la vie elle ne ferait pression sur un pays. Elle n'a pas fait littéralement, mais c'est l'idée. Jamais de la vie elle ne ferait pression sur les pays africains pour qu'ils sortent de la zone CFA. Mais tout le monde sait, tout le monde sur place, les journalistes ici à Paris, tout le monde savait que c'était vraiment leur choix. Donc ça montre qu'on n'essaie pas de garder. Enfin, il n'y a pas une force internationale qui essaie de garder tout le monde dans la zone CFA parce que ça permet de maintenir l'Afrique dans sa position actuelle ou que ça permet à la France ou à la Hollande ou Luxembourg, j'en sais rien, de vivre correctement au détriment des pays africains. Ça n'existe pas. C'est un mécanisme monétaire. Il y a plusieurs arguments en faveur de la sortie du franc CFA. Le premier, et ça c'est mon argument depuis le début, j'ai hâte de voir de quoi les gens vont parler lorsqu'il n'y aura plus le franc CFA. Juste par simple curiosité, en fait, le jour où il n'y a plus le franc CFA, de quoi on discute, camarades, en fait? C'est quoi le sujet de conversation? On parle de politique agricole, on parle de politique d'éducation, on parle d'accès à l'éducation des filles, on parle de l'autonomisation des femmes, on parle de Bitcoin. De quoi on parle lorsqu'il n'y a plus le franc CFA? Parce que apparemment tous les sujets sont tellement secondaires, il n'y a que ça qui compte. Maintenant, parlons-en. J'ai juste envie de voir que ce jour-là, à mon avis, ça ne va pas arriver. Puisqu'il y a forcément des gens qui diront oui, mais officiellement on est sorti, mais tu sais, dans la vraie vie, il y a encore la Banque de France qui contrôle, etc. Donc, au-delà de cet argument-là, d'autres arguments pour sortir de l'arrangement CFA tel qu'il est aujourd'hui, c'est que beaucoup considèrent que le taux de change, 1 euro égale 655 francs CFA, est surévalué, est surélevé, qu'il favorise les importations au détriment des exportations. Et que si le franc CFA était dévalué, éventuellement les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire en valeur locale auraient une valeur différente, le pays pourrait davantage exporter. C'est compliqué comme mécanisme, mais ça se défend. C'est un des arguments de Kakonobupo, le professeur Kakonobupo, qui était ancien ministre togolais pour la prospective et qui ensuite a travaillé à l'OIF un moment. C'est un de ses arguments, c'est pas le seul. Dans l'ouvrage, je critique d'autres arguments qu'il a mis en avant et qui me semblent farfelus et complètement débiles en fait. Mais bon. Mais cet argument-là, il tient. Quel autre argument fonctionne par rapport à la zone CFA? Un des avantages des économies, ou en tout cas
un des avantages pour les businessmen et pour les entrepreneurs, même pour les ménages d'ailleurs, qui vivent dans des pays avec un taux de change qui varie énormément, c'est que ça encourage les gens à anticiper. Ça les rend beaucoup plus habiles, ça les intéresse à ce qui se passe à l'extérieur du pays, parce que ce qui se passe à l'extérieur du pays a un impact sur eux. La capacité pour un cimentier nigérian de vendre ses exportations dans le reste du monde ou d'importer des équipements, tout ça dépend de l'évolution du taux de change du Naira. Et donc il est obligé au quotidien de garder un œil là-dessus. C'est la même chose pour les entrepreneurs au Kenya, c'est la même chose pour les entrepreneurs en Tanzanie, c'est la même chose pour beaucoup d'entrepreneurs dans beaucoup de pays en fait. Et pour beaucoup de décideurs publics, parce qu'ils sont obligés de garder tout ça en tête et d'intégrer davantage de données et donc d'être beaucoup plus agile économiquement. Dans la zone CFA, on n'a pas cela. Ce qui fait que les gens se disent, peu importe ce qui arrive, il y a toujours la garantie implicite de la Banque de France si tout va à volo. Et même pour différents pays de la zone, je pense au Burkina Faso, je pense au Mali, je pense au Niger, je pense à des pays comme la Centrafrique, etc., se disent toujours que si les choses vont mal, il y a toujours les exploitations pétrolières du Cameroun ou l'exploitation minière du Gabon, il y a toujours l'exploitation de cacao de la Côte d'Ivoire. Il y a toujours d'autres pays qui vont se débrouiller parce qu'on met nos réserves ensemble à travers deux zones différentes, la zone CEMAC en Afrique centrale, la zone UEMOA en Afrique de l'Ouest, mais il y a toujours un ou deux acteurs qui vont gérer leurs finances de façon correcte, de façon à stabiliser le pool de réserve de change. Je crois que j'ai commencé à les perdre lorsque j'ai parlé de réserve de change en fait. Je suis désolé. Mais donc ça existe. Donc c'est un argument que je peux comprendre. Mais les autres arguments, franchement, me semblent absolument farfelus. L'idée que la France... je crois que le français est plus un problème pour la France et les Français que beaucoup d'Africains. Je pense que réellement, beaucoup de gens à Paris aimeraient en être débarrassés. Aimeraient être débarrassés complètement de cette polémique sur le franc CFA, ne peut avoir à gérer ça. Et la monnaie existe encore parce que beaucoup de gouvernements dans la zone considèrent que c'est absolument indispensable pour le maintien de leur économie. Parce qu'on oublie, quand je parlais de stabilité, de flexibilité tout à l'heure, ces pays ne connaissent pas l'inflation. On l'a connue nous en Europe il y a quelques temps. Alors quand je suis arrivé ici en 2006, ça peut paraître un peu bizarre, mais le kebab coûtait 5 €. Je me souviens. En 2020, il était à peu près à 7,50 € et en 2000... maintenant, il est à peu près, à Paris en tout cas, il est autour de 10 balles à peu près, c'est le truc. Et donc, entre la crise sanitaire de 2020 et maintenant, on a vu une inflation qui était le double de celle qu'on a connue en 2006 et 2020, en 14 ans. Et donc, l'inflation, c'est quelque chose de terrible pour les ménages, surtout les plus vulnérables. Et donc, imaginez que des économies où sur 3 générations, personne n'a eu à gérer l'inflation. Aucun ménage, aucun entrepreneur, personne n'a eu à gérer l'inflation, se retrouve du jour au lendemain à devoir gérer une monnaie qui est soumise à des pressions inflationnistes. C'est encourager l'instabilité totale du système et éventuellement sa déstabilisation complète. Et donc dire qu'on va sortir du franc CFA, je pense que techniquement c'est possible, mais il faut à ce moment-là expliquer comment on protège la population des effets. Et pour le moment, je n'ai jamais entendu une seule personne me donner un argument ou une stratégie qui fasse sens par rapport à cette question-là. Et donc, juste pour rapidement rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, l'idée d'une monnaie, encore une fois commune, mais donc qui sort du franc CFA, je pense qu'elle s'appelait l'ECO. Oui. Est-ce que ça vous paraît réaliste ou pas du tout? La monnaie, vous allez l'appeler l'ECO en fait. C'est pas le nom le plus débile que j'ai entendu de ma vie, mais on est proche quand même en fait. L'ECO, enfin, c'est incroyable. Anyway, je sais même pas par où commencer en fait. Restons sur l'inflation et les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt de la Banque centrale au Nigeria aujourd'hui sont autour de 25%. Donc les banques nigérianes empruntent à la Banque centrale à 25% pour pouvoir financer leur économie. Au niveau de la BCAO, c'est 3%. Donc imaginez une seconde qu'on pourra intégrer le Nigeria et, je sais pas moi, la Guinée-Bissau dans le même ensemble monétaire avec un pays où depuis des années encore ils empruntent à 3%, 3-4%, et de l'autre côté ils empruntent à 25% aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre pour faire converger ces deux économies-là. Au sein de la zone UEMOA qui utilise la même monnaie, il y a des critères de convergence un peu comme ceux qui existent au sein de la zone euro en termes de déficit, en termes de dette et compagnie, qui existent dans la zone CFA.
je ne me souviens pas d'une seule fois dans ma vie de journaliste économique où ces critères ont été respectés. Donc, au sein d'une zone qui est intégrée, qui utilise la même monnaie depuis des années, ces critères de convergence ne sont pas respectés. Et imaginez qu'on pourrait les faire respecter à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest complète. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fumé, en fait. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que c'était... Je ne sais pas. Non. En plus, le pire de cette affaire-là, c'est que ça encourageait... Ça a créé une sorte d'anticipation au sein des populations, parce que ça donnait l'idée qu'on va y arriver. Si en 2020, Bruno Le Maire et les autres sont allés à Abidjan pour signer ces documents, ça donnait l'idée que on va y arriver dans quelques temps, si on pousse un peu. 5 ans après, rien n'est arrivé. Et évidemment, ça encourage le discours conspirationniste qui dit, voyez, on vous l'avait bien dit, ça va jamais se faire parce que Paris contrôle tout ça. Alors qu'en fait, il y a des divergences économiques tellement fortes qu'on ne peut pas juste imaginer qu'avec la volonté et un peu de courage et 2 ou 3 discours supplémentaires, on peut s'en débarrasser. Je crois pas que ça marche comme ça. D'accord, ça va. Pour revenir sur Kako Nobukpo que vous évoquiez à un moment, vous critiquez lui et d'autres économistes africains dans votre œuvre en évoquant qu'il participe à ce que vous définissez comme un saut, le saut vers l'absurde. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il représente et quelles en sont ses conséquences ? Le saut dans l'absurde, il fonctionne par 2 étapes d'abord, en fait. Ça commence dans un premier temps, on surestime soit l'importance des économies africaines, soit l'importance de telle ou telle ressource en Afrique, soit quelque chose comme ça. Ça commence par ça. Et ensuite, on bascule vers un univers où on explique aux gens qu'à partir du moment où l'Afrique a cette place tellement importante dans le système, elle peut influencer l'ordre mondial ou influencer les choses ou amener l'humanité ou l'économie mondiale, ce qu'on veut, à évoluer dans telle ou telle direction. Et le remède par rapport à ça, c'est de retourner aux statistiques, en fait. Juste de retourner aux statistiques. L'exemple que je donne dans l'ouvrage et auquel j'ai l'habitude de revenir, c'est que moi, j'ai fait ma 3e année en Colombie. J'étais au campus Amérique latine de Poitiers. J'étais à Bogota pour ma 3e année. Donc, j'ai une sorte de biais latino-américain, mais ça m'aide un peu parce que ça m'oblige à ne pas rester dans l'espèce d'obsédant tête-à-tête que l'Afrique et l'Europe ont parfois. Et en me décalant un peu vers l'Amérique latine, je vois un peu mieux, parfois, pas toujours, des divergences et parfois des rapprochements imaginables. Si la Colombie était un pays africain, ce serait à peu près la première économie du continent ou la deuxième, la Colombie. Je n'imagine pas une seule seconde un Ivoirien ou un Sénégalais ou un Camerounais ou ce qu'on veut qui s'imaginerait vivre en Colombie ou avec le niveau de vie des Colombiens. Parce que on a tellement l'idée de la place faramineuse de l'Afrique, si seulement il n'y a pas eu telle ou telle corruption, si seulement il n'y a pas telle ou telle chose, qu'on oublie que le continent est juste un élément sur cette planète-là et qu'il y a d'autres grands ensembles, d'autres grandes puissances qui existent, qui ont des ressources et qui ont des difficultés aussi. C'est pas spécifique à l'Afrique, mais remettre l'Afrique à sa vraie place dans cette architecture mondiale-là, c'est important. Parce que, je donne des exemples, en fait, lorsque Febin Sarr parle de l'Afrique comme... et de son rôle de fille aînée de l'humanité qui va sortir le monde de sa léthargie mortifère, de l'obsession de l'argent et du progrès économique et je sais quoi. Je dis, mais de quoi il parle en fait ? De quoi il parle en fait ? L'Afrique, c'est quoi ? C'est 2% du commerce mondial. En termes de taille de l'économie, c'est à peu près la taille de l'Inde, c'est pas rien, c'est colossal, c'est important, oui, mais c'est juste ça. Et qui imagine un seul instant que l'Afrique aujourd'hui a le poids, l'influence pour changer quoi que ce soit à travers la marge de la planète en fait. C'est pas ça la priorité. Donc le saut dans l'absurde, c'est de surestimer la place de l'Afrique et ensuite d'imaginer des rôles moteurs, des situations, des changements, des évolutions qui n'ont quasiment aucune chance d'arriver. Quasiment aucune chance d'arriver. Je parlais de la Colombie tout à l'heure, du PIB par habitant. Je vous donne un autre exemple. Si on prend les taux de croissance que la Chine a connu à partir de des années 2000, qui ont vu son PIB exploser comme jamais dans l'histoire humaine. Si on prend ce taux de progression-là et qu'on l'applique au Sénégal, à la taille de l'économie sénégalaise aujourd'hui, dans 15 ans, l'économie sénégalaise serait encore plus petite que l'économie colombienne
aujourd'hui. Donc si on prend un bond extraordinaire dans l'histoire humaine et qui s'est produit dans des conditions extraordinaires aussi, on peut parler des atteintes aux droits de l'homme, on peut parler des prisonniers politiques, on peut parler des destructions environnementales colossales, mais avec toute cette destruction-là, avec tous ces dangers, avec tout ça, la Chine a connu ce bond. Ok, fine. Mais si on prend les taux de progression, on les applique au Sénégal, dans 15 ans, le pays est encore plus petit que la Colombie aujourd'hui. Et donc, imaginez qu'il y a des forces supranaturelles ou importantes à travers le monde qui sont obsédées par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, peu importe le pays qu'on veut, et qui ont tellement envie de s'emparer de ces pays-là parce que leur potentiel, leur force est telle, c'est sauter dans l'absurde et promettre plus qu'on peut aux Africains. Parce que l'idée, c'est pas de se comparer à la Belgique ou à la Russie ou à la Chine, c'est pas ça. Ça me penser à l'histoire des deux hommes. Je déteste raconter l'histoire, mais bon, cette fois-ci je le fais quand même. Des deux hommes qui sont dans la forêt et un ours apparaît. Il y en a un qui enlève ses chaussures et lui demande, mais pourquoi tu penses à courir plus vite que l'ours? Il dit, bah non, mais plus vite que toi. L'idée, c'est pas de courir plus vite que l'ours, c'est de courir plus vite que la veille. C'est de courir plus vite que les anciennes générations, c'est de courir plus vite. Accélérer parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite avec le changement climatique qui arrive. Rien que dans la construction, dans l'agriculture, en 2035 c'est demain, il y a à peu près 300 000 emplois qui vont être perdus dans la zone du Sahel. Parce qu'il faut être trop chaud pour que les gens travaillent. Et comment on remplace ces 300 000 emplois-là, en fait? On les remplace par quoi? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer la formation? Où est-ce qu'on trouve les nouveaux métiers à exercer? Où est-ce qu'on trouve la façon de protéger davantage ceux qui vont quand même devoir continuer à exercer ces métiers en zone urbaine? Comment est-ce qu'on fait? Et donc, je suis beaucoup plus intéressé par la question de comment est-ce qu'on résout ce problème-là que par le franc CFA ou par, je ne sais pas, moi, la participation de telle ou telle société française dans la construction de voitures ou de pistes cyclables Burundi. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment résoudre les problèmes les plus importants du continent. Et pour résoudre ces problèmes-là, il faut arrêter de regarder ailleurs. Il faut arrêter de regarder ailleurs, il faut arrêter de sauter dans l'absolu, il faut se concentrer réellement sur les économies africaines telles qu'elles existent, avec le potentiel tel qu'il existe, tel qu'il est mesuré, et pas s'imaginer des choses. On parle du pétrole en Afrique tout le temps, en fait. Le pétrole en Afrique, c'est 7% des réserves mondiales. Les réserves, dans le seul Venezuela, c'est 17% des réserves mondiales. Et les réserves africaines, on dit 7%, mais en fait, c'est deux pays, la Libye et le Nigeria, qui font eux 5%. Donc le reste du continent, c'est 2% des réserves mondiales de pétrole. Et on est obsédé par le pétrole en Afrique. Honnêtement. Je ne dis pas qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les choses n'étaient pas différentes, elles étaient forcément différentes. Mais c'était il y a 30 ans. Il y a 30 à 50 ans. Ça ne va pas revenir. Les choix qui ont été faits à l'époque ont été faits. Les fautes qui ont été commises à l'époque ont été commises. Les crimes qui ont été commis à l'époque ont été commis. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'aller piétiner la tombe de nos grands-pères, en fait. Les choix qu'ils ont faits ont été faits, les erreurs que ces gens ont été commises. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'obsession du passé, et encore moins remonter jusqu'à l'époque coloniale et ces choses comme ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce qui m'importe, c'est demain. Et pour affronter les difficultés de demain, il faut le faire les yeux clairs, comme on dit en Côte d'Ivoire, et pas se mettre à rêver, imaginer des mains qui chantent, et se mettre à promettre des choses à l'humanité et aux Africains qu'on ne peut pas accomplir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est l'un des reproches que je fais à Sankara, d'où le titre. Je suis revenu à ça, c'était pas gratuit. Courir plus vite que la veille, se concentrer sur les problématiques africaines. Et donc, une des problématiques qui se pose, c'est la productivité des pays africains. Et dans votre essai, vous dites, et je cite, « La première loi de la pauvreté et l'économie, ni la moralisation du capitalisme, ni la redéfinition du progrès, ni les tribulations de l'impérialisme ne sont l'affaire des Africains. Seule compte la hausse rapide et continue de la productivité par travailleur. » Et donc, en entendant ces mots, on se pose la question, pourquoi ce serait la seule hausse de la productivité par travailleur qui devrait compter pour les Africains? Parce que c'est ce qui marche. Si c'était dans ce coupé décalé qui faisait progresser une économie, j'aurais dit, allez-y, allons pour le coupé décalé, on de boulot, j'en sais rien. Mais c'est parce que c'est ce qui marche. Je donne l'exemple du Costa Rica où désolé, j'ai pas les chiffres en tête, mais en quasiment 20 ans,
le taux de pauvreté dans le pays est passé de 12% à 1% de la population, ce qui est une évolution absolument remarquable. On n'est pas au niveau chinois, mais c'est quand même absolument remarquable. Mais en temps, la productivité par travailleur dans les services et dans les services et dans l'industrie a progressé de $17 000 dans les deux secteurs. Cette productivité a doublé. Et résultat, le taux de pauvreté a baissé de 12% de population à 1% de population. Dans le cas de la Chine, on peut retrouver les mêmes chiffres dans le cas de l'Inde, dans le cas d'Israël, dans beaucoup de pays en fait. Je cite l'économiste Paul Krugman dans l'ouvrage qui dit, et c'est pas que Paul Krugman qui le dit, il a dit, ça a ensuite été repris par de l'OIT à Goldman Sachs en fait, donc des gauchistes de l'OIT, pas si gauchistes que ça, de Goldman Sachs, en fait, ce critère, sur le long terme, ce qui compte, c'est la productivité économique. Ce n'est pas la seule chose qui compte, mais sur le long terme, cette hausse continue, et l'exercice continu de la productivité est importante parce que une hausse instantanée de la productivité, ça arrivait à la Guinée équatoriale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en 2000 et 2005, je pense, a vu son PIB par habitant bondir de façon extraordinaire et qui depuis lors baisse de façon continue. Parce que c'était un one-shot en fait. Il y a eu la découverte du pétrole, des exploitations ont commencé, mais ensuite, il n'y a eu aucun investissement dans la population, aucun investissement dans l'éducation, aucun investissement dans le fait même de faire émerger des businesswomen et businessmen, de moderniser l'administration publique. Rien n'a été fait en fait. Et donc, évidemment, après ce boost initial, on retombe. Donc là, le facteur continu est important. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a des pays africains dans lesquels on voit les résultats. On voit ces résultats en Côte d'Ivoire. J'ai fait un article à l'époque, c'était en 2022, un truc comme ça, où lorsqu'on pense souvent que les journalistes travaillent comme... souvent on pense qu'ils sont télécommandés, des choses comme ça, etc., ou ont une vraie idée de ce qu'ils font. Très souvent, on ne sait pas. Je savais que je vais publier un article dans un délai de 10 jours parce que c'était mon tour. J'avais aucune idée de ce que j'allais dire. J'étais à plat en termes d'idées, etc. Et je suis allé vérifier les stats du FMI, la Banque mondiale, parce qu'on allait au BIC qu'on peut. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait un écart colossal entre l'économie camerounaise et l'économie ivoirienne. Alors qu'en grandissant dans les années 2000, de tête, il y avait toujours cette comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun comme étant des pays qui économiquement étaient vraiment très proches. Alors que là, l'écart était absolument colossal en fait. Et l'écart entre les deux pays était aujourd'hui la taille de l'économie du Cameroun, du Sénégal, pardon, qui est la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest et qui est la troisième, la quatrième en Afrique subsaharienne francophone. Et donc, en l'espace de 10 ans ou de 15 ans, l'économie ivoirienne avait cru de $20 milliards de plus que l'économie camerounaise. Ça me semblait mais absolument extraordinaire. Et donc, je suis allé, avec mon collègue camerounais, on a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui s'était passé ? Comment on est arrivé là ? Et évidemment, c'est une accumulation non seulement une accumulation de réformes, mais comment dire ? Il ne s'agit pas d'arriver à un stade de se dire on est arrivé, c'est bien, on se félicite. Non, il faut continuer. Quand je disais plus vite que la veille, c'est vraiment ça, plus vite que la veille. Parce qu'on n'a pas le temps. Et malgré les progrès qui ont été réalisés, la baisse de la pauvreté en Côte d'Ivoire, il y a encore tellement de travail à faire. Au Cameroun, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. L'économie a continué d'avancer en pilotage automatique. Chaque année, les entrepreneurs camerounais qui sont très dynamiques se débrouillent pour inventer de nouvelles choses, trouver une façon plus rapide de travailler, une façon plus rapide d'exporter, créer de nouveaux immeubles, etc. Mais c'est sûr que ces gens-là que l'économie fonctionne. Donc, grosso modo, chaque année, il y a un bon 3%, 4%, 5%, etc. selon l'année de croissance économique, mais ce n'est pas continu et ce n'est pas assez pour porter la population. Et encore une fois, c'est la productivité par travail, ce n'est pas juste on a découvert du gaz, on a découvert du pétrole. C'est différents secteurs économiques qui apprennent à travailler mieux. C'est l'État qui apprend à travailler mieux. C'est c'est l'entrepreneur qui trouve une façon plus efficace de travailler. Je me souviens d'une vidéo absolument épouvantable je crois que c'était une assemblée d'actionnaires de Walmart aux États-Unis. Et le CEO, son adjoint, a fait monter sur scène Pedro et Sanchez, je ne sais pas, des noms latinos, quoi, qui bossaient dans les hangars en disant écoutez, je suis très heureux de vous présenter ces deux employés modèles de l'entreprise. Il a montré une sorte d'escabeau
en disant jusqu'ici on utilisait cet escabeau pour charger les cartons, pour charger les stocks, etc. Et Pedro Sanchez, ou Alvarez et Gutiérrez, pour trouver un nom, utilisait ces escabeaux, mais il les trouvait trop lourds et trop lents. Ils ont suggéré de remplacer ces escabeaux par cet escabeau-là. Et grâce à eux, l'entreprise a permis d'économiser 100 millions de dollars. Et là, tu as le groupe, toute l'Assemblée générale applaudit, etc. Et moi, je me demande, mais les deux qui ont trouvé l'idée, comment ils ont reçu, en fait, sur les 100 millions de dollars d'économie? À mon avis, un sandwich et un coca, rentre chez ta camarade, et l'affaire est réglée. À mon avis, peut-être qu'ils ont reçu un bonus de 1 000 dollars, mais c'est ce genre de décision-là qu'il faut économiser 100 millions de dollars à l'entreprise. On les multiplie au sein d'une économie de la taille des États-Unis, et il n'est pas surprenant que le pays soit où il est aujourd'hui. Mais si des entrepreneurs, des investisseurs, des agents publics n'ont aucune incitation à faire mieux aujourd'hui que la veille parce qu'ils n'espèrent aucune récompense et surtout n'espèrent pas que le système va changer parce qu'ils sont convaincus, on les a convaincus qu'il y a de telles pressions et de telles influences en Afrique que le jeu est grillé de toute façon et qu'il n'y a rien à faire. Si on reste dans cette mentalité-là et cette façon de voir les choses, je ne suis pas sûr qu'on soit encouragé à progresser. Je ne sais pas si ça aide un peu. Encore une fois, la question de la productivité, c'est pas moi qui suis arrivé avec, ce sont des prix Nobel économiques et c'est la définition qui est acceptée par tout le monde. Sauf que faire progresser la productivité économique, c'est très dur, ça demande beaucoup de patience et ça demande aussi l'humilité de laisser différentes personnes, différents secteurs au sein d'une économie tester des choses et ne pas tout dicter depuis l'exécutif. Parce que quand ça marche comme ça, quand l'exécutif ne dit rien, comme encore au Cameroun, où le président passe la moitié de sa vie à Genève, parfois dans les journaux satiriques au Cameroun, il y a des titres comme « Le président Biya visite le Cameroun ». Exactement, donc, et parce que si le président ne dit rien, personne ne fait rien, si on est dans cette configuration-là, il y a peu de chances que l'économie progresse assez, ou en tout cas avec la vitesse qu'il faut. On va finir par une dernière question avant de passer à la session de questions-réponses avec le public. Dans votre livre, vous parlez d'écologie, en soutenant que les pays d'Afrique doivent continuer à exploiter ces ressources minières et de pétrole. N'y voyez-vous pas un contresens à l'ère du changement climatique et des politiques publiques en faveur de l'écologie? Non, pour la simple bonne raison que je considère que c'est aux autres zones du monde de faire l'espace nécessaire. Je ne dis pas que... c'était une vraie bataille avec l'éditeur qui est très politiquement correct sur ces questions-là, mais on a fini par trouver une sorte de compromis. Lorsqu'on prend un projet minier comme celui de Simandou en Guinée, par exemple, qui traîne depuis 30 ou 40 ans, c'est un gisement de fer qui est colossal, c'est l'un des plus importants à travers la planète. Et donc, à Simandou, il y a eu deux types de contestations. Il y a eu une première contestation qui est venue d'organisations de défense des populations et de l'environnement qui disaient il faut faire attention parce qu'en développant ce projet-là, parce que ce n'est pas que la mine, il y a tout un projet de chemin de fer, d'usine de transformation, il y a beaucoup de choses qui doivent être construites pour amener le fer extrait jusqu'à Conakry pour être exporté, etc. Donc il y a beaucoup de choses à construire, c'est 20 milliards de dollars, c'est gigantesque. Et il y avait une vraie peur de destruction de forêts réservées, d'atteinte, de déplacement forcé de population et de pollution, etc. Donc il y avait de vraies questions par rapport à ça. Et ça, il n'y a pas de débat à avoir. Évidemment que ce sont des questions importantes et évidemment qu'il faut trouver une réponse à ça. Il y a une autre vague de critiques qui est arrivée ensuite, c'était vous ne vous rendez pas compte, il faut qu'on prenne compte non seulement des émissions de CO2 qui ont été émises pendant la construction du site industriel, mais en même temps, il faut tenir compte des émissions de CO2 qui vont découler de l'utilisation qui sera faite de ce fer. Et c'est là que je trace une ligne, en fait. Ce ne sont pas les Guinéens qui vont utiliser le fer. Ce sont les Européens, ce sont les Chinois qui vont utiliser le fer. On ne va pas empêcher la Guinée de développer un projet industriel parce que quelque part, des Allemands ou des Chinois vont utiliser ce fer pour leur propre industrie. Ça me semble complètement hallucinant. Et donc, tant que l'argument sera il faut que les Africains se privent de capacités industrielles parce que quelque part ça va créer davantage d'émissions de CO2, cet argument je ne peux jamais l'entendre. Et je trouve ça absolument scandaleux en fait, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais si on prend en compte toutes les capacités de stockage
de gaz qui existait au moment du déclenchement de la crise en Ukraine. On dit toujours crise, on peut dire guerre maintenant, du conflit en Ukraine. Au moment du déclenchement du conflit en Ukraine, l'ensemble des capacités de stockage de gaz sur le continent était assez limité. Et à la suite du déclenchement de ce conflit-là, l'Estonie a commencé à construire une unité de stockage de gaz dans une petite ville de 8000 habitants, etc., qui avait assez de capacité, qui avait des capacités supérieures à celles qui existent sur l'ensemble du continent. Il a fallu d'une crise en Europe, une crise majeure, certes, mais il a fallu d'une crise en Europe pour qu'on se mette à construire des capacités de stockage de gaz suffisamment importantes pour dépasser celles du continent. Et donc, s'il y a des efforts à faire, je pense que le Maroc a encore des usines de production, des usines qui fonctionnent au charbon, des centrales électriques qui fonctionnent au charbon, mais la Chine émet en 1 jour et demi plus de charbon que les centrales marocaines durant une année entière. Et donc, s'il y a des gens qui doivent faire des efforts en termes de protection de l'environnement, c'est certainement pas en Afrique qu'il faut se trouver en premier. Et donc, il y a des progrès à faire, mais encore une fois, si vous trouvez la marge, il faut qu'on la trouve ailleurs. Je ne peux pas justifier, je ne tolère pas qu'on justifie la persistance, la perpétuation du retard industriel du continent au nom de questions écologiques ou au nom climatique. Parce que en général, je fais la distinction entre les deux, mais au nom de l'impératif climatique, ça, je ne l'accepte pas. Et j'ai pas beaucoup de tolérance pour les Africains qui le font d'ailleurs. Ici, ça va, mais ceux qui sont sur le continent et qui le font, ça m'énerve un peu plus. Je sais pas si ça répond aux questions. Mais... Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour et on peut arrêter maintenant. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. On a quelques instants dédiés à ça, donc sentez-vous libre. Là, c'est bon. Déjà, merci pour cette conférence. J'avais une petite question par rapport à votre parcours académique. Vous avez fait une grande partie de vos études du coup en France, que ce soit à Dauphine ou à Sciences Po, et du coup toute la théorie économique que qu'on vous a apprise, elle est très occidentale. Est-ce que ces principes-là sont directement applicables en Afrique? Et sinon, comment vous avez fait un peu la bascule et comment vous avez un peu personnalisé ça entre guillemets pour l'appliquer à l'échelle africaine? Si ça s'est fait. Oui, enfin, il n'y a pas carrément aussi une façon de visser un boulon, en fait. J'y arrive, en fait. J'y arrive. Mais je précise cet élément-là parce que je pense qu'il y a toujours un réflexe, une façon de se dire qu'il y a peut-être... une entreprise japonaise ne fonctionne pas comme une entreprise française. On peut être d'accord sur cette base-là. Il y a différents critères en termes de sociabilisation ou même en termes de structure ou de relations interpersonnelles qui existent dans beaucoup de pays du continent qui ne sont pas les mêmes qu'en Occident. Et l'idée, c'est absolument pas d'espérer un jour que le rapport humain, etc., soit le même dans une entreprise à Abidjan qu'il est à Détroit. C'est pas ça l'idée. Mais il y a des principes, en tout cas c'est une intéressante question, en fait, parce que dans l'ouvrage, j'insiste sur la productivité économique, mais je me garde bien de fournir des recettes sur exactement la marche à suivre, parce que je ne suis pas certain de la savoir. L'exemple que je donne, par exemple, c'est que lorsqu'on prend le système bancaire, par exemple, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui était formé aux États-Unis, qui a un PhD je ne sais plus moi, quelque part, dans le Michigan, je pense, a adopté une position très, très, très libérale sur avec le système bancaire. Les banques ivoiriennes ont été très libres depuis 2010 d'éparpiller, de distribuer leur crédit comme elles le souhaitent, sans impératifs de l'État, sans pression de l'État, elles financent essentiellement ce qu'elles veulent.
Et le système bancaire fonctionne très bien, sa taille a doublé sur la période. Les banques marocaines ont, elles, évolué sous la pression du roi Mohamed VI, en fait, qui a insisté pour qu'elles se développent au sud du Sahara. Dans le cadre d'une stratégie africaine que lui et ses conseillers ont inventée, qu'il a insisté pour qu'il insistait afin qu'elle les mette en œuvre. Et ça a marché. Les banques marocaines sont devenues aujourd'hui, en moins d'une décennie, peut-être après les Sud-Africains, peut-être l'acteur bancaire le plus important au sud du Sahara. Ce sont des banques qui sont concurrentes dans leur pays, qui sont concurrentes au sud du Sahara, mais qui ont évolué de façon convergente, convergée, etc., au sud du Sahara, dans le cadre d'une stratégie qui était dictée par le souverain. Et ces deux méthodes ont marché. Pas parce qu'elles étaient similaires, mais parce que les principes de gestion d'une banque ne divergent pas fondamentalement selon qu'on est une banque nigériane ou qu'on est une banque marocaine. Le système de compensation, peut-être que la durée des congés, des choses comme ça peut varier. Mais le fonctionnement d'une banque, je ne crois pas qu'il varie fondamentalement. Et le fonctionnement d'une centrale électrique, je ne pense pas qu'il varie fondamentalement selon que la centrale électrique est bâtie en Côte d'Ivoire ou qu'elle est bâtie en Chine ou au Japon. Et donc il y a des choix comme ça qui sont, je ne dirais pas du peu au bon sens, mais à partir du moment où on adopte l'idée que l'économie est quelque chose de très sérieux et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, qu'on adopte l'idée que la progression de la politique économique est importante et que c'est la voie à suivre et ne pas se perdre dans des luttes chimériques ou dans des batailles sémantiques ou diplomatiques, etc., qui n'ont pas de sens et qu'on prend l'économie au sérieux, qu'on va dans la direction de la croissance économique. À partir de ce moment-là, il y a différentes configurations qui peuvent exister, mais elles marchent plus ou moins. Et l'économie de marché a différentes configurations, évidemment. Son fonctionnement en France n'est pas le même qu'aux États-Unis. Mais au moins en France comme aux États-Unis, on imagine à peu près comment une entreprise est censée fonctionner, comment une usine est censée fonctionner pour produire ce qu'elle est censée produire à la fin de l'année. Et l'alternative est de se dire « Oh, ça sert à rien, c'est l'État qui paye » ou « Ça sert à rien, mon oncle est le président » ou « Mon oncle est le directeur général ». Je ne suis pas sûr que cette méthode-là soit meilleure, en fait, que celle préconisée par l'économie de marché. Mais j'admets tout à fait qu'au sein de ce grand ensemble-là, il y a des variantes et des variables. Encore une fois, l'entreprise japonaise n'est pas une entreprise française. Mais ils ont quand même occupé Carlos Ghosn pendant un temps. Ils ont même voulu le garder plus longtemps, alors qu'il a été formé en France. Je ne sais pas si ça fait sens ou vous voyez le truc, quoi. J'avais une question à vous poser par rapport à tout à l'heure. Vous avez dit que les pays africains devraient se concentrer sur des problèmes plus importants, notamment vis-à-vis des problèmes qu'engendrait le changement climatique, donc la suppression d'emplois, les fonds qu'on doit trouver pour pallier à ces problèmes. Et je voulais vous demander si vous avez déjà pu assister à des conférences ou être dans des groupes de think tank pour réfléchir sur les solutions qu'on pourrait adopter. Juste pour être sûr, est-ce que j'ai participé à des discussions sur quelles solutions l'Afrique peut adopter pour financer ses économies, etc. Oui, j'ai participé à des conférences comme ça. Si j'avais des solutions, je les vendrais à Goldman Sachs moi-même au lieu de les livrer gratuitement ici pour vous. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il y a des pistes qui sont plus ou moins suivies, en fait. Je pense que ce que le Bénin a fait, par exemple, pour financer son économie, alors que le pays, à la suite de la... Vous m'entendez déjà, j'ai pas besoin de faire ce... Ok, à la suite de la crise sanitaire, lorsque beaucoup de pays africains ont demandé à ce qu'il y ait un moratorium sur la dette africaine, parce qu'il y avait tellement de choses à financer en même temps, alors que le service de la dette est une part importante des budgets de différents pays du continent. Beaucoup de pays ont demandé à ce qu'il y ait un moratorium. Le Bénin s'opposait à ça, en fait, en disant... Honnêtement, ça envoie le mauvais signal. Ça envoie le signal à tout le monde que s'il y a une crise, peu importe son ampleur, automatiquement on vient en tendant la main en disant pardonnez, ayez pitié, un truc comme ça, en fait. Et le pays ne voulait pas ça. Ils en ont bénéficié malgré tout, mais ils ont bénéficié de la suspension du paiement je crois, du capital. On continue à payer les taux d'intérêt ou l'inverse, un truc comme ça, je sais plus. Mais ils ont insisté pour ne pas le faire parce qu'ils considéraient que le maintien de la qualité de la signature du pays et du respect de ses engagements était plus important que l'allègement temporaire dont il pourrait bénéficier. Le résultat, c'est que lorsque le pays a décidé d'émettre les premières obligations, le carnet de commandes était
il voulait lever 500 millions de dollars. Le carnet de commandes était, je crois, deux fois de dollars. Le carnet de commandes était, je crois, deux fois ce qu'il voulait. Parce que les investisseurs ont considéré que c'est un pays où c'est un État respectable dans le domaine financier. Peut-être qu'en matière de mœurs, ils sont tous des dégénérés à la tête de l'État et qu'on ne peut pas leur confier ses enfants pendant 10 minutes, c'est possible. Mais en termes de respect des obligations financières, ils ont prouvé qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et en conséquence, le coût de financement du pays est plus faible. Je parle du coût de financement du pays parce que beaucoup de gens s'imaginent que ces choses-là sont un peu abstraites en fait. Mais pour un pays qui emprunte, comment dire, 1 milliard de dollars sur 10 ans à 5% de taux d'intérêt, et ce même pays qui emprunte 1 milliard de dollars sur 10 ans à 6% de taux d'intérêt, la différence sur le coût d'emprunt total sera probablement quelque chose autour de 100 millions de dollars. On peut faire beaucoup de choses avec 100 millions de dollars. Et donc, le pays qui fait l'effort de gérer ses finances correctement, de façon à gagner la respectabilité des marchés financiers, peu importe ce qu'on pense de la moralité de la finance, c'est ça que je disais tout à l'heure, la moralisation du capital, c'est pas vraiment mon problème. Peu importe ce qu'on pense de la moralisation de ce système-là, 100 millions de dollars, c'est pas rien, c'est pas un truc qu'on jette à la fenêtre. On peut financer des universités, on peut financer des écoles, on peut financer des enseignants, on peut même financer des armées en fait, si l'envie vous gagne de le faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça demande discipline. Et ensuite, on peut s'organiser comme on le souhaite avec les gains de productivité, les gains économiques qui ont été obtenus. On peut les augmenter comme on veut, à partir du moment où on les a en poche, pas en anticipant, pas en spéculant et pas en regardant ailleurs. Je ne sais pas si ça... Vos conclusions. Ok. J'aimerais encore vous remercier pour cette présentation. Et j'avais une question concernant l'AES. Est-il possible, avec les informations biaisées qu'on pourrait avoir des médias des médias sahéliens, est-il possible d'avoir un point de vue, un regard assez objectif et réaliste sur la réelle situation économique sahélienne? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des informations qui pourraient être considérées comme vraies ou un peu plus professionnelles que celles que nous avons par les médias locaux? J'ai quelques chiffres en fait. Je vous écoute. Depuis encore une fois, pour avoir une idée de la situation économique de ces pays, en fait, c'est ça l'idée, non? C'est ça. Ok. Depuis mars 2025, ces trois pays ont reçu à peu près 800 millions de dollars en aide internationale. 800 millions. 220 millions et quelques pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, respectivement pour l'éducation, la Banque mondiale. Hein. Ces trois financements dont je parle, c'était 220 millions chacun à peu près pour l'éducation dans un cas, pour le rétablissement de 100 km de lignes du corridor Dakar-Bamako qui ont été dégradées et 100 millions de dollars pour, je ne vais pas dire une connerie parce que j'ai réfléchi à ça en amont, pour l'éducation au Burkina Faso, puisqu'il y a des dizaines et dizaines de milliers d'enfants qui ont été déplacés et qu'il faut éduquer. Ça, c'est 600, à peu près 60 millions de dollars. Et ensuite, le Mali, à lui tout seul, a obtenu un financement d'urgence. Ça, c'était, je crois, en juin. Un financement d'urgence du FMI de 129 millions de dollars. Parce que le pays, à la fin 2024, a connu un ensemble d'inondations qui ont déplacé 500 000 personnes. Et la crainte était que le pays n'arrive pas à la fois à gérer ce qu'il doit gérer et en même temps à financer ses importations. Parce que le FMI, la Banque mondiale, finance des projets de développement. Le FMI intervient pour financer la balance de paiement des pays. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation où ils ne peuvent plus continuer à assurer soit le remboursement de leur dette, soit le remboursement, le financement des importations. C'est là que le FMI intervient. Et donc, l'aide du FMI permet de dégager le crédit pour le reste. Et donc, ils ont accepté ce financement du FMI sans en faire état dans leurs médias, sans en parler à gauche et à droite, parce qu'il était une situation de crise exceptionnelle. Et dans une lettre qui a été envoyée, qui est signée par le ministre
des finances à la directrice générale du FMI. Il a promis, vous inquiétez pas, on jure que cet argent-là, on va le mettre sur un compte spécial à la fameuse BCAO, qui gère le franc CFA d'ailleurs. On va le mettre sur un compte spécial à la BCAO et il sera utilisé seulement pour financer des opérations en lien avec la réparation la gestion de cette inondation, avec ce projet-là. D'ailleurs, tous les 2 mois, on va refaire un compte rendu sur l'utilisation de cet argent. D'ailleurs, il y aura des audits indépendants. D'ailleurs, c'est l'inspecteur, le vérificateur général des finances publiques qui sera le seul à pouvoir décaisser de l'argent par rapport à tout ça, etc. Ils ont plaidé comme ils pouvaient pour obtenir ces financements et ils sont obligés de s'y tenir. À mon avis, ça donne une idée très claire, en fait, du décalage colossal qu'il y a entre les fanfaronnades que le gouvernement et leurs affidés et tous les autres sur Internet font, et la réalité économique qui est très pénible, qui est très difficile, en fait, pour beaucoup de gens. Et je ne parle même pas des arrestations arbitraires, je ne parle même pas des opposants, parfois de simples commerçants qui disparaissent un jour et qu'on retrouve au front. Des gens qui n'ont jamais reçu aucune formation militaire, qu'on retrouve les armes au front sur des photos au nord du pays et qui se font exécuter. Je ne parle pas de ça, en fait. Juste économiquement parlant, voici la situation du pays. Et tout le bruit qui a été fait autour de l'indépendance qui serait gagnée en sortant de la zone CEDEAO, en regagnant ces marges économiques, etc., c'était du bruit pour rien, parce qu'eux-mêmes le savent, en fait. Les échanges commerciaux entre ces 3 pays-là et le reste de la zone CEDEAO hors UEMOA, c'est-à-dire si on prend des pays comme le Ghana, le Nigeria, etc., ces échanges-là, c'est moins de 1% du PIB, c'est rien. Et donc ils savaient que ça n'aurait aucun impact sur le commerce parce qu'ils ont toujours accès à l'UEMOA. Mais s'ils ont vraiment envie d'indépendance, le vrai choix à faire, c'est de sortir de la zone UEMOA et d'aller de suivre la voie, en fait, et de voir comment ils gèrent ça tout seuls, sans le soutien et sans le concours du reste de l'UEMOA. Évidemment, ça c'est le journaliste économique qui voit ses collègues vilipendés, arrêtés, questionnés. Tout le temps, j'ai des collègues qui sont en exil aujourd'hui, qui ne peuvent pas travailler dans leur propre pays, parce qu'ils sont journalistes, et parce qu'ils sont indépendants, et parce qu'ils font le boulot correctement. Et donc, j'ai pas beaucoup de patience pour ces régimes. Et donc, cette colère-là, parfois, m'amène à penser que le plus simple serait, encore une fois, que ces 3 pays se débrouillent tout seuls et qu'on arrête d'en parler et qu'ils aillent leur propre chemin. Mais évidemment, l'impact sur la population serait absolument colossal. Encore une fois, donc, 500 000 personnes qui ont été déplacées. Dans les zones touchées, 79% des maisons ont été endommagées. Il faut réinstaller ces personnes-là dans un endroit. Il faut s'occuper de leur bien-être, s'occuper des enfants. On n'imagine même pas le nombre d'années de scolarité qui vont être perdues. On n'imagine même pas les effets sur la santé pour ces personnes-là. Il y a on sait d'expérience que les effets sur la santé en bas âge, l'alimentation en bas âge a des effets absolument colossaux sur toute une vie, en fait. Sur toute une vie. Une expérience, même pas une expérience, des tests qui ont été faits, des mesures qui ont été faites sur des réfugiés nord-coréens qui avaient réussi à passer la frontière et arriver en Corée du Sud. Et juste, on comparait au niveau des adultes les différences de taille entre les hommes. Il y avait des écarts de taille de 3 à 8 cm. On parle des mêmes populations, du même stock de population. Mais à un moment donné, il y a une séparation, un régime totalitaire dans une partie, un régime plus ou moins libéral dans l'autre, et on vient une génération après, les écarts entre la taille des adultes peut atteindre 8 cm. C'est dire l'impact en termes de malnutrition, en termes de surmortalité, en termes de morbidité que ces personnes ont subi dans le nord de la péninsule. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui ce qui peut arriver après 5 ans de régime militaire dans cette zone-là? Est-ce qu'on imagine ce qui peut arriver au Niger avec personne? Aujourd'hui, personne ne sait exactement comment les stocks d'uranium, comment la production d'uranium se déroule, avec des régimes militaires qui n'ont pas la compétence qu'il faut. Est-ce qu'on imagine les effets, en fait, que ça peut avoir? Tout ça m'inquiète. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite encore que ces régimes restent au sein de l'UEMOA, parce qu'en restant au sein de l'UEMOA, ils sont obligés, comme le Mali tout à l'heure, de promettre de garder l'argent au niveau de la BCAO et de l'utiliser correctement. Parce qu'ils ont cette obligation-là. S'ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'auront pas cette obligation, et Dieu seul sait ce qu'ils pourront faire.
Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais 2 questions par Une rapport seule. au... Pardon ? Une seule. Il y a d'autres personnes qui veulent. Ok. Ouais. Du coup, je sais pas laquelle. Je peux vous poser les 2 et vous choisissez à laquelle vous voulez répondre. Ok. La première, c'était par rapport au premier statement du livre. Vous dites que la pauvreté, c'est la première loi de l'économie. J'aimerais juste comprendre pourquoi. Et deuxièmement, c'est par rapport aux questions de révolution et de la soumission à la rhétorique. Je peux comprendre on a eu en tout cas des intervenants qui nous parlaient de la révolution et qui nous parlaient de la population qui se soulève comme moyen de faire changer les mentalités. Pourquoi est-ce que vous êtes plutôt contre cette vision-là ? Et deuxièmement, la rhétorique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a la possibilité, nous, de nous départir de la rhétorique parce qu'on a eu des indépendances, on a eu des choses qui ont été mises en place, mais qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu se dire qu'on peut considérer les économies africaines sans considérer la rhétorique ou encore les questions d'indépendance et les questions de souveraineté. La première loi de l'économie, la première loi de la pauvreté et l'économie, c'est en partie c'est une façon d'attaquer, c'est un réflexe de journaliste en fait. Il faut trouver une façon de commencer le truc. C'est aussi un jeu de mots sur the first law of economics is scarcity. La rareté est la première loi de l'économie. Mais je le dis dans le cas spécifique de l'économie africaine pour pouvoir enchaîner sur le reste. C'est-à-dire la phrase suivante, c'est ni la moralisation du capital, ni la moralisation, rien de tout ça, rien de toutes les questions qui sont autour, rien de toutes les questions vers lesquelles on essaie d'attirer notre attention en disant c'est vraiment ça qui compte, nos valeurs, tout ce que tu veux, ce qu'on veut, etc. Bon, pour moi, la première loi de la pauvreté est l'économie. Si on réfléchit vraiment aux questions de pauvreté, la direction à suivre, c'est celle de la résolution des problèmes économiques. C'est ça d'abord, en fait. Tous les autres mots au sein de la société, évidemment, sont importants. Mais pour moi, on ne peut pas arriver à trouver des réponses à ça tant qu'on n'a pas résolu les questions économiques. Donc ça, c'est vraiment pour ça. Et c'est un des fils, c'est peut-être le fil conducteur de l'ouvrage. C'est vraiment pour laquelle j'ai commencé sur ça. C'est un peu du temps pour arriver avec cette phrase. J'avais beaucoup d'autres arguments, mais... Anyway. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à ça. Mais c'est vraiment un point de vue assumé. J'assume que de toutes les façons de penser à la pauvreté sur le continent, la réflexion économique et la pauvreté économique est la voie à suivre. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est comme ça que je vois la chose. Sur la question de la rhétorique, de la souveraineté, ce que je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas complètement dans le cas des pays francophones en Afrique, c'est pourquoi eux en parlent tant et personne ne parle d'indépendance en Tanzanie ou au Kenya ou au Nigeria ou dans ces pays-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par ça ? Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par cette question, en fait ? Et c'est peut-être un défaut de la communication française, c'est peut-être un défaut de la formation française, c'est peut-être le côté thèse, antithèse, synthèse, c'est peut-être Sciences Po, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui a dû influencer la façon dont on perçoit les sociétés africaines qui fait que cette obsession reste, en fait. Les Nigérians ne se posent pas systématiquement la question de ce que Londres a comme influence dans nos pays. Et dans l'ouvrage, je donne beaucoup d'exemples du fait qu'on surestime la part des acteurs économiques français dans nos économies. Il y a un stock important d'investissement, mais c'est le fruit de l'indépendance et ensuite des années qui ont suivi. Mais les acteurs les plus dynamiques aujourd'hui sur le continent sont les acteurs qui sont soit émiratis, soit parfois canadiens, on n'y pense pas nécessairement, soit d'autres acteurs du continent, Nigeria, Maroc, Afrique du Sud. Et donc, encore une fois, la place de la France et la place qu'elle occupe dans nos réflexions, dans nos obsessions, je pense que cette place-là, elle est disproportionnée et elle est quelque part handicapante, en fait. Société Générale a vendu une foule d'actifs africains parce que c'était plus indispensable pour eux, en fait. Ça coûtait trop cher, c'était trop risqué. Il n'y a pas eu de mélodrame en France au niveau du CAC 40, au niveau du ministère des Affaires étrangères en disant « Mon Dieu, on n'a plus de banque en Afrique ». BNP Paribas a fait de même, BPCE a fait de même, Barclays l'a fait, qui est un acteur britannique, l'a fait. Il n'y a pas eu de mélodrame, en fait. Et si la finance n'est pas importante ou ne justifie pas des crises politiques, géopolitiques, etc., est-ce que le reste est vraiment si important que ça ? Je me demande. Les Français ont fermé leur base militaire sans vraiment insister, en fait.
Anyway. Bonjour, merci pour cette conférence qui s'est avérée très enrichissante. Vous avez des doutes? Pardon? Vous avez des doutes qui s'est avéré? C'est-à-dire, finalement, je me disais, non, mais je suis venue ici par curiosité et je ne regrette pas. Okay. Alors, ma question, c'est par rapport au fait que vous ayez dit tout à l'heure que les infrastructures et les droits existent en Afrique, mais que les populations ne savent pas comment s'en emparer. Or, je vais donner l'exemple du Gabon. Par exemple, c'est la population qui s'est mobilisée pour faire le référendum et modifier la Constitution afin que le général qui était au pouvoir pour la période de transition puisse devenir président par la suite. Et donc la population a délégué volontairement ce droit-là au président actuel, donc de présider pendant presque 14 ans, au moins. Est-ce que vous auriez des idées concrètes? Non, juste pour être sûr. Il n'a pas un mandat de 14 ans. 7 ans, mais on peut déjà partir du postulat selon lequel il est là pendant 14 ans. On ne sait jamais, un infarctus est vite arrivé en fait. De bonnes nouvelles arrivent. C'est très optimiste, mais localement, on sait déjà qu'il sera là pour une période d'au moins 14 ans. Et donc, est-ce que vous auriez des idées concrètes par lesquelles les populations pourraient comprendre les droits dont elles disposent et éviter ce genre de choses à l'avenir? Là, c'est sorti de mon domaine de compétences, en fait, déjà. Et il faut savoir son domaine de compétences. Moi, je suis une sorte de one-trick pony. Il y a une chose que je sais à peu près faire, c'est utiliser des données économiques et essayer d'arriver à une conclusion. Au niveau des institutions et de la démocratie, je ne suis pas vraiment calé. Quand je parle tout à l'heure oui, le cadre institutionnel existe, l'infrastructure institutionnelle existe, il faut que la population s'en saisisse. Une hypothèse de travail serait que dans le cas des transitions démocratiques en Amérique latine, en fait, je reviens toujours à l'Amérique latine, moi ça me permet de sortir d'une impasse. C'est une astuce qu'il faut utiliser parfois. Dans le cas des transitions en Amérique latine, ce qui s'est passé très souvent, c'est que c'est au sein des élites qu'il y a eu un changement. C'est d'abord au sein des élites qu'il y a eu un changement et les populations, je ne sais pas en suivi, mais en tout cas ont été convaincus de suivre le mouvement. C'est au sein des élites qu'il y a eu un changement en mode ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer, il faut que ça change. Et c'est comme ça qu'on arrive aux phases de transition. Il y a tout un domaine d'études de transition economics, mais aussi démocratie transition qui est assez fascinant là-dessus. On ne peut pas imaginer une demi-seconde dans le cas du Gabon que des populations qui pendant, encore une fois, depuis l'indépendance, et peut-être depuis avant ça, ont été habituées à un système qui est fondamentalement non démocratique. Et parce que ce qui se passe là, le fils succède au père et le cousin ou demi-cousin succède au fils qui est fatigué, qui a du mal à se déplacer. Il y a des gens qui ont vécu des années au Gabon qui n'ont jamais vu Ali Bongo marcher. Juste marcher en fait, un pied devant l'autre et tout. Bon, c'est la même chose pour le au Cameroun. On peut imaginer qu'un système comme ça puisse changer du jour au lendemain et ce genre de plébiscite là, à mon avis, ne sert pas à grand chose. Et il y a peu de façons d'empêcher que ça se produise. C'est comme beaucoup de gens qui à un moment donné, ont imaginé qu'avec les printemps arabes, par exemple, ou avec la chute de l'Union soviétique, il aurait été possible d'amener des populations qui, encore une fois, ont vécu le stalinisme, le bolchevisme, tout ça ont vécu dans ce système-là qui n'ont pas connu de démocratie pendant 3-4 générations et qui avant vivaient sous le tsarisme. En fait, imaginez qu'on puisse arriver à installer un système démocratique, à mon avis, c'était une chimère. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, le fait que les institutions et le cadre institutionnel existent, à mon avis, c'est important. C'est la raison pour laquelle ils sont obligés d'aller. C'est la raison pour laquelle, dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou en Guinée, etc., le gouvernement est obligé d'aller à travers l'imbécilité du référendum pour dire qu'il faut changer la Constitution. On sait pourquoi les résultats, mais ils sont obligés de passer à travers, de sauter à travers ces différents cercles, parce qu'il y a un cadre institutionnel qu'il faut respecter. Au Mali, le président, le colonel, s'est nommé général 5 étoiles. Est-ce que vous rappelez que le général de Gaulle est resté général de Gaulle toute sa carrière, en fait? Il n'est pas devenu maréchal de Gaulle, généralissimo, rien de tout ça, en fait. Il est resté général de Gaulle 2 étoiles pour le restant de sa vie, alors que Leclerc et d'autres devenaient maréchaux. Lui est devenu général 5 étoiles. Ok.
la modestie du personnage. Mais en tout cas, le fait que le cadre national existe force ces pays à faire des choses. Il force les élites à faire des choses, force au gouvernement à tenir, même au Mali, au Burkina Faso, etc. Ils sont obligés de signer des décrets, de les comptes signés par tel ou tel ministre, etc. Et de sauter à travers ces différents cercles. Mais dans les pays où ça n'existe pas, on donne l'exemple du Mali, où le président, avec son comité, le Parlement, qui est juste sélectionné, peut approuver tout n'importe quoi. Donc ça, c'est problématique. Mais dans les pays où ça existe, les acteurs locaux, l'élite locale, l'administration, tous ces gens, à un moment donné, ont la possibilité de dire non. Et le fait que cette possibilité existe, pour moi, c'est un espoir. Que ce soit pas encore utilisé, que ce soit utilisé de façon sporadique, c'est problématique. On l'a vu au Sénégal, c'est une décision de justice, en fait, qui a libéré Ousmane Sonko et... attends, je vois... Non, attends, c'est une décision de justice ou une amnistie? Non, je crois que c'est une décision de justice. C'est une décision de justice. Le président était contre, mais ils ont été libérés. C'est un espoir. Au sein de l'administration ou de l'État gabonais, on peut toujours imaginer que des acteurs indépendants, individuels, auront des décisions à prendre et auront le courage de dire non. Mais c'est un espoir, je ne dis pas qu'on y est, mais c'est un espoir. Et la population, encore une fois, peut suivre. Si l'exemple vient du haut et qu'il est bon. Anyway, je ne sais pas si je reprends la question, mais j'ai précisé dès le départ que ce n'était pas mon domaine de compétence. Ok. Oui. Merci pour votre conférence et pour vos questions. Vous avez évoqué le potentiel économique important qu'a l'Afrique. Et pour vous, les énergies fossiles, il faudrait les développer, les exploiter. Et il n'y aurait pas à se soucier de l'impact environnemental, de l'impact sur le climat. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la population africaine va fortement augmenter, qu'avant la fin du siècle, ce sera le continent le plus peuplé du monde, et que forcément, elle aura un impact considérable, si en plus on part dans un modèle où on utilise des énergies fossiles. Donc est-ce que c'est pas une impasse d'utiliser ces énergies-là sur le climat, mais également concernant les ressources, puisqu'à un moment, il n'y aura plus d'énergie fossile. Et ça pourrait être une question qui va engendrer des instabilités dans ces pays-là, puisqu'il va falloir refaire une transition, enfin faire une transition vers un modèle durable. Est-ce que c'est pas une impasse de penser comme ça avec ces énergies fossiles pour le développement? Si on en croit Steven Smith, il y a une bonne partie du continent va se déporter vers l'Europe dans quelques décennies. Donc bon, ces gens sont fous en fait. Ce qu'il a fait dans son bouquin, c'est qu'il a pris les statistiques des migrations du Mexique vers les États-Unis sur une certaine période et il a transposé sur la démographie africaine. Il a oublié la Méditerranée et tous les problèmes. Enfin, ces gens sont extraordinaires. Je ne dis pas qu'il faille faire l'impasse sur les questions climatiques. Quand je réponds, je dis c'est à d'autres pays, à d'autres économies de faire les efforts nécessaires pour libérer l'espace. C'est ce que je dis dès le départ. Et ma réponse elle n'est pas ironique, elle est circonstanciée. Je disais que je comprends très bien les efforts qu'il faut faire dans le cadre environnemental, mais sur des extrapolations, sur la façon dont on calcule l'impact climatique des projets africains, j'ai de vraies réserves. On se met d'accord là-dessus. Sur les énergies fossiles, je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, il est très difficile de développer des projets gaziers. Parce qu'ils ont mis le gaz en même temps que le pétrole dans l'ensemble de cette catégorie-là. Je trouve que c'est absolument insupportable, en fait, comme effet, en fait. Je trouve que c'est insupportable. Parce que c'est quoi l'alternative? Réellement, les énergies renouvelables, si on prend la part des financements qui vont vers les énergies vertes, la part qui va vers l'Afrique déjà est marginale. Elle est marginale. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, mais qui ont quelque part cette vision d'une Afrique qui est tellement spirituelle et tellement portée vers les choses profondes de la vie, de l'humanité, du cœur et de l'esprit, etc., que continuer à vivre dans un village sans électricité, c'est quelque part un truc qui fait tellement africain et c'est tellement beau à voir. Et puis, il y a des photos à prendre, il y a Tinder et je t'emmerde. Non. Le développement économique du continent, c'est une priorité. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Et je parle de l'idée que toutes les armes sont bonnes à utiliser. Et si le reste du monde ne veut pas utiliser ces armes-là, il faut qu'il trouve un moyen de compenser les Africains pour ne pas les utiliser. On part de cette base, en fait. C'est une base de négociation qui est dure, mais il faut faire encore partie d'une base dure pour arriver à quelque chose qui soit exploitable, qui soit logique et qui se fasse pas au détriment des Africains, que de commencer par quelque chose de beaucoup plus soft et de dire on va continuer à quémander pendant encore 15 ans, 20 ans, ce qui a été promis
en 2013 à Nairobi, qui était promis bien avant, qui n'a toujours pas été respecté. Vous vous rappelez de la conférence, la COP de Paris? Vous vous rappelez les 100 milliards qui devaient être envoyés aux pays du Sud pour financer leur transition? Peut-être que si davantage d'Africains traversaient la Méditerranée pour venir s'installer en Europe, je pense qu'ils allaient trouver les 100 milliards de dollars vite fait, en fait. C'est une option. Mais encore une fois, je préfère une base de négociation qui soit dure, plutôt que de commencer de façon soft et de dire vous inquiétez pas, on va trouver une façon à l'africaine de gérer ces problèmes-là. Il n'y a pas de façon à l'africaine de développer ces problèmes-là, le développement. La réponse à la pauvreté, c'est l'économie, et l'économie utilise toutes les armes qu'elle a. Je ne suis pas convaincu, mais bon. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas de transition énergétique. Je ne dis pas que ce n'est pas à faire, je dis simplement que les modalités doivent être revues et que les promesses qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas été respectées. Et en même temps, les pays du continent sont l'objet de contraintes que d'autres zones du monde ne subissent pas. J'ai parlé du projet gazier en Estonie tout à l'heure, et je trouve que c'est scandaleux en fait qu'un hiver difficile autorise l'Europe à remettre en cause tous ses engagements climatiques, pendant que le continent continue de subir une situation insupportable, mais qu'il supporte depuis au moins 15 ans. Je trouve que c'est pas logique et c'est pas normal. Et si le chantage climatique, c'est la voie à suivre, va pour le chantage climatique. On est bon? Bonjour, je suis là. Ma question fait écho à sa question, puisqu'elle est sur également les ressources minières. Puisque dans la dernière partie de la conférence, vous avez évoqué cette question-là, et plus tôt, vous avez évoqué la question de la Chine. Avant d'arriver en septembre, j'ai lu plusieurs articles sur la place croissante de la Chine dans les exploitations minières au Congo, en Namibie, au Nigeria, je crois. Et mais je me demandais si jamais en fait les exploitations minières servaient vraiment à l'élévation du niveau de vie des populations locales, ou si en réalité elles étaient plus spoliées qu'autre chose, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de conférences qui sont organisées par le président chinois, où il invite beaucoup de dirigeants africains. Donc je me demandais si jamais c'est une relation Chine-Afrique qui se construit dans un but d'échange, ou si en réalité c'est plus une Chine qui viendrait prendre la place d'une Europe qui exploitait l'Afrique auparavant, et viendrait en fait avoir le même rôle. Ok. Déjà, ces conférences Chine-Afrique, France-Afrique, Inde-Afrique, etc., j'aurais honte en tant que chef d'État d'y aller d'ailleurs. Je crois qu'il y a Paul Kagame qui n'y va quasiment jamais, parce qu'il considère que c'est stupide et dégradant, mais ils y vont. Bon. Il y a des pays pour lesquels je comprends. Le Burundi, par exemple. C'est la deuxième fois que tu lis l'exemple du Burundi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Mais il y a des pays que je comprends qu'ils y aillent parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y a d'autres États, je ne comprends même pas pourquoi c'est le chef de l'État qui y va et pas le Premier ministre, le ministre de l'économie, etc. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Spoliation, un des sous-entendus ici, c'est une sorte de passivité, de manque d'agenda ou de manque d'agencivité, si ça peut se dire en français, de la part des acteurs économiques africains, des économies africaines. J'y crois pas nécessairement. Je ne dis pas que c'est pas vrai dans tel ou tel pays. Le Burundi, non, que c'est pas vrai dans tel ou tel pays, mais je ne crois pas que ce soit le cas partout. Et je ne crois pas vraiment. Évidemment, il y a des problèmes de corruption qui peuvent être très graves. Dans le cas du Nigeria, il y a un projet dans le secteur minier, justement, qui a été approuvé dans des conditions absolument scandaleuses en 2010 par le président Yar'Adua, qui était mourant, qui avait un cancer et qui était quasiment un macabé, en fait. Mais c'était approuvé à l'époque. Et évidemment, le projet, par la suite, n'a pas été développé. Et en passant de main en main, ça s'est retrouvé possédé par des acteurs qui sont spécialistes de tout ce qui est proche de la dette vautour et qui ont forcé le pays en procédure d'arbitrage. Le Nigeria a perdu et l'accumulation des taux d'intérêt aujourd'hui fait que le pays doit à peu près 7 milliards de dollars à des acteurs qui n'ont pas investi plus de 20 ou 30 milliards de dollars dans un projet qui n'a jamais eu lieu, et à cause je parlais d'erreurs en économie aujourd'hui, enfin, le fait que ça coûtait très cher et qui est très difficile de rattraper, c'est un exemple type en fait. Un projet minier mal fagoté, accordé grâce à la corruption, et le pays se retrouve 15-20 ans plus tard
avec une dette de 7 milliards de dollars. Je crois qu'il y a un tribunal britannique, pas un arbitrage, mais un vrai tribunal qui s'occupe de la question. Donc évidemment, il y a toujours le risque de la corruption, mais je ne crois pas vraiment que ce soit le cas partout. Et je pense que dans beaucoup de configurations, les codes miniers ont été modernisés. Beaucoup de pays sont membres de l'initiative ITIE sur la transparence de l'industrie extractive et qui publie les conventions minières, qui publie les codes miniers, qui publie ce que les gouvernements gagnent. Et il n'y a pas de raison que les acteurs économiques chinois se comportent plus mal aujourd'hui dans ces pays-là que les acteurs australiens ou indiens. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne dis pas encore une fois, qu'il y a 15 ou 20 ans, les choses auraient été comme elles sont aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits en termes de transparence. Et je ne crois pas qu'un élément remplace un autre, en fait. Je pense que, encore une fois, l'agentivité en Afrique est en train de changer. Et c'est une bonne chose. Encore une fois, il y a le problème de corruption, hein, mais on se comprend. Oh, je pense souvent les fatiguer. Non. Oh, ok. Alors, merci encore une fois pour votre présence. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et je voulais vous demander votre avis dans cette affirmation que certains disent. Il y a certains qui disent que le panafricanisme, c'est un rêve de diaspora, dans le sens où les Africains, ceux qui vivent dans le continent, ils n'ont pas le temps de se soucier de se souder, alors que les pays ne sont pas construits pour que le peuple puisse vivre dignement. Est-ce que vous partagez cet avis ? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que j'ai une réponse d'ailleurs. Il y a ce que Freud a appelé le narcissisme de la moindre différence. C'est le fait que parfois les conflits les plus violents qu'on puisse observer à travers une société, à travers le monde, se produisent entre des gens qui, pour le reste du monde, sont... Le conflit en Irlande du Nord entre protestants et catholiques, vu d'Abidjan, c'est une bagarre en tout bab, en fait. Ça ne veut rien dire du tout. La question n'a même pas de sens, en fait. Le génocide au Rwanda, vu de la Chine, c'est quelque chose qui est peut-être le truc le plus absurde au monde, en fait. Et donc, lorsqu'on prend la bonne distance, ce narcissisme, la petite différence-là, peut être absolument un obstacle. Est-ce que c'est un rêve de diaspora ? Peut-être. Et alors ? Mais c'est pas eux qui vont pouvoir le faire. Enfin, l'Afrique, elle va pas se relever à l'aide de la diaspora, mais par les Africains. On sous-estime Bon, je le fais pas, sinon je ne vais pas écrire un livre de toute façon. On sous-estime la force des idées, on sous-estime la force de l'exemple, on sous-estime ce qui émerge quelque part et qui se développe ailleurs. Je suis en ligne de biographie de Mao Zedong actuellement, et je suis fasciné par le fait qu'il commence à s'intéresser aux questions de communisme, aux questions économiques, parce que il y a un bouquin qui a été écrit à Shanghai sur l'évolution de la ville et qu'un marchand qui passait par Shanghai et qui arrivait dans le coin où il habitait a laissé, que lui a récupéré, il a lu ce truc-là et ça a commencé à lui donner des idées. On n'imagine pas qu'un livre, il faut savoir que c'est impact. Évidemment qu'il y a toute une biographie derrière, il y a toute une vie, il y a toutes sortes d'éléments qui arrivent et qui interviennent. Mais ce genre de choses, moi, me passionne parce que ça laisse penser que les idées, on leur force à elles. Et on parlait du fait que que les populations n'aient pas forcément toute l'influence qu'elles mériteraient, c'est vrai. Je ne suis pas du tout certain que le projet d'intégration européenne ait été un projet pensé massivement par les populations et qui soit venu from the ground up. C'était d'abord un projet d'élite. C'était d'abord un projet économique, c'est la communauté du charbon et de l'acier. Ça a commencé comme ça. C'était un projet porté par 3-4 personnes, Jean Monnet et d'autres en Occident, et ça a pris. Et donc, le fait que ce soit un projet de la diaspora ou un projet d'élite, à mon avis, c'est pas si grave que ça. Dans la zone CEDEAO aujourd'hui, entre maintenant 14 pays de la CEDEAO, puisque les autres, ou les 12 pays de la CEDEAO, vu que les autres sont partis, dans ces pays-là, avec mon passeport ivoirien, je suis capable de circuler dans l'ensemble de la zone, sans jamais devoir demander un visa, et il y a des possibilités, des facilités pour m'installer, si je veux créer un business et mener ma vie dans ces pays-là. Je ne peux pas voter, évidemment, mais je peux m'installer, vivre et être protégé correctement. Si le panafricanisme, c'est pas ça, concrètement, c'est quoi ? C'est le fait qu'on parle tous swahili. Ça peut pas être ça, le panafricanisme. Et donc, il y a des différences aux États-Unis entre New York et le Texas.
il y a des différences dans l'Union européenne aujourd'hui entre l'Allemagne et l'Italie. Ce ne veut pas dire que ces différences vont être éliminées. Mais sur le panafricanisme, c'est une façon de créer des institutions et le cadre qui permettent aux Africains individuellement de se mouvoir, d'évoluer de façon indépendante et de ne pas être soumis à des restrictions, des pressions excessives où il faut prendre une décision parce que à des pressions excessives de la part d'États ou de groupes hostiles, si c'est ça le panafricanisme, c'est une bonne base. Après le reste, la culture, les films et tout ça viendra après, mais ça peut être décidé dès le départ. On ne peut pas savoir dès le départ à quoi ça va ressembler. Parce que si on le fait, on ne laisse aucune initiative aux personnes qui vont le vivre. Donc c'est pas grave si c'est un projet de la diaspora. Vous êtes arrivé juste à temps. Allez, merci beaucoup d'être venu. Donc je pense que c'était notre dernière question. Dans quelques instants, nous allons passer à la séance dédicace et à la vente des livres, si vous le souhaitez. Et nous allons tout simplement remercier Monsieur Joël Télésia Soko d'être intervenu au sein de notre campus pour tout ce qu'il nous a appris, pour son intervention. Et merci à vous pour vos questions et pour votre participation. Merci.